Bonsoir aux feignants qui sont restés chez eux pour regarder par Zoom et aux courageux qui sont là, les bons éléments. Et alors, aujourd'hui, comme on avait dit, on continue dans notre séminaire que cette année on a commencé la dernière fois autour de l'engagement, engagement, complexité de l'agir. Et on avait dit qu'aujourd'hui on allait aborder avec Rémi, on va parler de la question de l'engagement chez Camus, surtout autour de son bouquin L'homme révolté. Mais bon, pour resituer la chose, en fait, si vous vous rappelez, la dernière fois on avait présenté la position des couches. Cet Argentin couche qu'en 1962, dans un congrès à Calamuchita, qui est une localité de Cordoba en Argentine, il a lancé avec un groupe d'amis comme ça, en pleine dictature, une dictature, c'est que a donné la philosophie de la libération. La philosophie de la libération, c'est ce qui va accoucher plus tard des positions décolonisatrices. Qui à un moment donné, plus tard, vont rencontrer avec Judith Butler et d'autres, vont aussi rencontrer la question du genre. Alors en 1962, en pleine époque comme ça, disons du progressisme classique, l'époque révolutionnaire, c'est l'époque un peu des fondations des première hypothèse de guérilla en Amérique latine. On est 2 années plus tard de la chute de La Havane, non? Alors c'est en pleine comme ça euphorie révolutionnaire en Amérique latine. Progressiste, couche, il va apparaître tout à fait en dissidence, un peu à côté de la plaque, n'est-ce pas? Parce que et lui, il va dire non, le problème c'est que avec les théories révolutionnaires venues d'Europe, etc., on est en train de penser, il n'utilise pas les mots, mais on est en train de penser en termes colonial, on dirait maintenant. Lui, il ne va pas dire en termes colonial, lui, il va identifier l'Occident, ce qu'on appelle les premiers mondes, etc., l'Occident. Il va l'identifier avec l'être. Il va dire c'est la région de l'être. Et il va opposer à l'être les non-êtres. Il dit nous, on est dans les non-êtres. Les non-êtres est tout ce qui n'est pas comme il faut, on n'est pas. Alors pour dire clairement c'est quoi les non-êtres, vous connaissez tous la fameuse controverse de Valladolid dans laquelle le Vatican essaie de voir si est-ce que les Indiens sont des humains ou des animaux, n'est-ce pas? Et à cette controverse-là gagne malheureusement le père Fray Bartolomé de las Casas, qui défendait la position que les Indiens étaient des humains. Il a écrit un bouquin que Maspero il a publié aussi sur l'écrasement des Andes, comme il s'appelait à l'époque les Andes, non? Mais c'était une victoire terrible parce que vraiment va mettre en théorie une époque qui était déjà commencée. Il va dire les Indiens sont des humains mais à l'humanité non accomplie. Voilà. Donc il faut les accomplir l'humanité. Et par rapport à ça, il y a les pays en voie de développement, les pays sous-développés. Vous voyez, c'est-à-dire les pays sous-développés. Donc l'homme blanc, tel comme Descartes va le décrire, n'est-ce pas? Bon. Alors Couche, il va dire, ça c'est la région de l'être. Ça c'est la région de l'être. Donc comment on doit être. Il va opposer à la région de l'être la région de non-être. Et il va définir une différence fondamentale. Il va dire, dans la région de l'être, on est toujours dans les devoir devenir quelqu'un, mais dans les vouloir devenir, effectivement. C'est-à-dire la modernité se situe comme cette temporalité ascendante, verte, téléologique, etc., etc. Mais que, donc, bref, on n'est jamais quelque chose. C'est-à-dire que l'être se définit toujours par manque, n'est-ce pas? Manque à être, besoin, etc. Et
il va opposer à la région des lettres, qui est la région donc de cette désespoir, frustration permanente, cette lutte, cette côté viril, n'est-ce pas? Il va opposer quelque chose qui n'existe pas en français, ça existe seulement en italien, en espagnol, j'imagine qu'en allemand on peut dire ça aussi, mais il va opposer al ser et l'estar. Tout le monde comprend ça? Et voilà. Alors, que c'est un problème, parfois quand les francophones vont en Amérique latine ou en Espagne, ils ont du mal à savoir quelle est la différence entre ser et estar. Non? Et alors, les stars, il va l'identifier avec une certaine plénitude. Vous voyez, une certaine plénitude. Chaque moment d'estar, il est plein en lui. Il n'est pas incomplet. Il est plein. N'est-ce pas? Mais il va dire, de côté de l'estar, il y a le mouvement. En tant que de côté de l'être, on aspire à l'immobilité. Vous comprenez? C'est-à-dire que, alors, bon, par rapport au séminaire de l'année dernière, par rapport aux travaux qu'on a fait avec Bastien, n'est-ce pas? Nous, on disait, la stabilité chez les vivants se caractérise par le fait qu'un système organique au vivant est stable dans la mesure où il se maintient éloigné de l'équilibre. L'éloignement de l'équilibre. Et l'équilibre pour tout être vivant est la mort. Pas? Alors lui, il va dire, le mouvement, ces mouvements des permanents déséquilibres et vivre à niveau des cycles, vous comprenez, il va opposer les cycles, tout cycle, que ce soit biologique, astronomique, etc., tout cycle n'est pas réductible ou compréhensible avec une temporalité linéaire. Vous voyez, dans un cycle, il n'y a rien qui soit avant et quelque chose qui soit après. Parce qu'il n'y a pas cette linéarité. Alors donc, il va opposer ces stars-là. Les stars, le stare italiano, così di colpo mi ho messo a parlare in italiano. Et les stars, effectivement, excusez-moi, c'est parce que les notes sont dans une sorte de mélange, comme ça, tour de Babel, voilà. Alors, les stars, il va dire, c'est là où il n'y a pas d'objet. Il n'y a pas d'objet. Pourquoi il n'y a pas d'objet? Parce que dans les stars, les objets font partie d'un tout non séparable sujet-objet. Vous comprenez? Donc l'Indien, il parle sur les Indiens, et surtout la région où il a travaillé, où il a compris des choses, c'est la région du nord-ouest de l'Argentine et la Bolivie, non? Là où il y a les nations Quechua et Aymara. Il va dire, pour l'Indien, l'ustensile, les choses qu'il va construire, ou l'arbre encore moins, font partie d'un tout auquel il appartient tous, auquel l'Indien lui-même appartient. C'est-à-dire qu'il est inclus, il est acteur et observateur, n'est-ce pas? En tant qu'en Occident, ces sujets-là, les sujets qui s'extraient du monde pour mieux devenir maître et possesseur, comme dirait Descartes, n'est-ce pas? Et alors il va dire, dans la région des lettres, il y a des objets qui finissent par posséder les humains. C'est-à-dire que les objets possèdent l'humain et les objets vont finir par collapser l'humain et faire éclater ces civilisations-là. Bon. Alors, donc, effectivement, cette séparation ser et star va déterminer à la fois, par rapport à ce qui nous regarde, deux modes d'engagement tout à fait différents, deux modes d'agir tout à fait différents, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on pourrait dire que même dans les stars, on est, d'une certaine façon, dans le non-agir dont parle le taoïsme, par exemple, ou un certain bouddhisme, le non-agir. Le non-agir qui permet l'action. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est un non-agir qui permet l'action. C'est-à-dire, parce que justement, l'agir sera identifié par les Indiens et théorisé dans le bouddhisme et le taoïsme, l'agir sera identifié avec cette action du séparé, les sujets séparés,
qui est en lutte contre les objets, contre la nature, et qui est en permanente incomplétude, n'est-ce pas? En permanente, oui, cette angoisse permanente de vouloir être. Et alors il va dire, en Occident, les gens veulent être quelqu'un. Ils veulent être quelqu'un. Et il va dire, par contre, chez l'Indien, on est dans la puanteur, la saleté, on est les nadies. On est personne. On dit, somos los nadies, il va dire. Et être les nadies, c'est ce qui permet que quand on théorise, par exemple, quand on comprend quelque chose, on la comprend dans un ensemble. On ne la comprend pas pour avoir un poste en fac, par exemple, n'est-ce pas? Ou pour briller, ou pour être quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a cette pensée que Kush va à comprendre chez les... Vous savez, les Quechua et les Aymara, c'est la région du sud de l'Empire, de l'Empire Inca, pas de l'Empire romain. C'est la région du sud de l'Empire. Et alors, effectivement, c'est là où Kush va, voilà, non pas théoriser, c'est-à-dire nous on dirait théoriser, mais il va chroniquer, n'est-ce pas? Il va chroniquer, il va mettre en mot la chose. Et à un moment donné, sa philosophie de la libération, à vrai dire, devient un peu tangente, parce que ni en Afrique, ni en Asie, ni en Amérique, il y a des philosophies. Il y a des mythologies, des cosmogonies, des sagesses, vous voyez, mais il n'y a pas cette séparation, n'est-ce pas, dans le sens platonicien, non, de la séparation entre les idées, qui pourraient avoir un monde des idées, et le monde des corps corruptibles, etc. Bon, alors donc, bon, juste un mot encore avant de passer la parole à Rémi, non? Au fait, si nous voulons comprendre un tout petit peu cette différence être et star, non, ser et star, effectivement, il y a, d'un point de vue anthropologique, historique, on peut dire que les cultures pré- ou para-modernes, c'est-à-dire c'est que pré-moderne, bon, et para-moderne, c'est quoi? Bah, c'est l'Afrique, c'est l'Asie, c'est l'Amérique latine, n'est-ce pas, qui est restée à côté de la modernité. Ils ont subi, et ils subissent plus que jamais, les conséquences de l'anthropocène et de la modernité, mais ils vivent dans un autre, absolument un autre mode de vie, un autre rapport au monde, n'est-ce pas? On peut dire que dans ces cultures-là, nous identifions ce qu'on pourrait appeler la personne. C'est quoi une personne? La personne, c'est chaque être humain, effectivement, en tant qu'individué, comme dirait Simondon, effectivement individué, mais en tant que nœud de lien. C'est-à-dire qu'il existe en tant qu'un nœud de lien. C'est un mode, sa singularité, sa particularité, c'est un mode de se tisser comme un nœud, vous voyez, au milieu d'un tissu. Vous comprenez? C'est-à-dire, ça s'applique très bien la phrase de Deleuze, hein, c'est-à-dire, les individus sont des îles dans la mer, mais les îles, ce sont des plis de la mer, va dire Deleuze, n'est-ce pas? Bon, effectivement, la personne existe sous ce mode-là, avec ces rapports du monde-là, avec une extériorité des liens auxquels il participe dans sa singularité, mais les liens produisent et la pensée et les orientations, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la production est une production d'une résultante à laquelle intervient l'ensemble de ce que nous appelons l'écosystème, n'est-ce pas? Que pour eux c'est un monde. Hein? Et alors, ce qui émerge comme une pensée, comme une hypothèse, comme une théorie, je ne sais rien, c'est-à-dire, c'est la résultante, mais du lama, du condor, de la montagne, du manque d'oxygène, vous voyez, c'est cet ensemble. Donc, la personne est ces liens en extériorité qui tissent chacun de nous, mais dans lesquels, effectivement, la montagne, dans une sorte de ce que les occidentaux appellent animisme, la montagne participe à cette production et il est, comme dirait aujourd'hui, sujet des droits, n'est-ce pas? La montagne, les condors, etc. Bon, voilà. La modernité, du côté de l'être, del ser, maintenant, la modernité va produire l'individu. C'est quoi l'individu? Alors nous, on a beaucoup parlé des travaux, les travaux d'Arias et Duby, hein, sur la vie quotidienne, non? Ça s'appelle comme ça, la vie quotidienne. Ce sont les 3-4 volumes sur la vie quotidienne dans lesquels... L'histoire de la vie privée.
Ah, c'est ça, histoire la plus vraie, voilà, c'est ça. Tu me dis oui à n'importe quoi, toi. Et, et alors donc, au fait, qu'est-ce qu'il va raconter Ariès et Duby? Il raconte comment ces liens en extériorité vont être internalisés, non, intériorisés pour former cet individu avec un intérieur, un extérieur. Il y a plein d'exemples que donnent Duby et Ariès, mais un exemple très clair est celui de passer de la lecture en voix haute, à l'occasion de la Bible, non, à la lecture en voix basse. Parce qu'il dit, alors les curés se méfient parce qu'ils disent la lecture en voix haute conduit à une interprétation contrôlable, en tant que qu'est-ce qu'il est en train de penser celui qui lit en voix basse, c'est suspect. Vous voyez. Mais bon, l'individu, c'est aussi Abélard et Loïs avec l'amour défini par affinité élective entre individus et non pas par lignage, etc. Bon. Alors, l'Occident va produire, et s'est coproduit avec cette forme de l'humanité en tant qu'individu. Donc, intériorisation des liens. Et cet être-là, dans la crise que nous traversons depuis un siècle, n'est-ce pas, l'éclatement de cet être-là, la crise de l'Occident, eh bien, va produire depuis une vingtaine d'années quelque chose que n'est ni la personne ni l'individu et que nous appelons les profils. C'est-à-dire chacun de nous, en tant qu'une pure extériorité panoptique, n'est-ce pas, avec ses désirs de montrer tout, de ne rien cacher, de tout dire, cette pulsion comme ça autobiographique qui est plus glauque, plus je raconte plus les trucs les plus glauques, les plus cachés, etc., plus je me sens exister. Donc, effectivement, là, on pourrait dire qu'il y a une extériorisation des liens, mais ces liens-là sont des liens, pour dire comme ça, en toc. C'est les liens dont parle Maffesoli, par exemple, quand il dit que maintenant on vit dans une époque des tribus éphémères, n'est-ce pas? Alors tout à coup, mes liens sont les liens Nike, ou mes liens McDonald's, ou mes liens, je ne sais rien, vous voyez, c'est de les conneries que raconte Maffesoli, en disant qu'on se territorialise dans des liens qu'on peut choisir individuellement. Alors c'est une sorte d'archi-individualisme, n'est-ce pas, où apparemment les liens sont extérieurs, mais à vrai dire, il n'y a pas de lien. N'est-ce pas, c'est une sorte d'éclatement. On va revenir là-dessus, mais effectivement, de notre point de vue, effectivement, autant le monde de l'estare, de la personne, a produit un mode d'être dans le monde, autant le monde de l'individu a produit visiblement un monde d'être, bon, avec tous les problèmes que ça a entraîné, entre autres, effectivement, les conséquences de l'Anthropocène. En revanche, les profils, justement, ne peuvent pas produire un monde. Parce que les profils et les mondes sous le véritable nouveau colonialisme, qui est le colonialisme algorithmique. N'est-ce pas? Alors, bon, voilà. Et alors, nous, notre problématique entre nous, et avec la coordination qu'on est en train de lancer en Amérique du Sud, on pourrait la résumer en disant comment nous pouvons aujourd'hui penser à un agir d'engagement, n'est-ce pas, qui, ne tombant pas dans les pièges, pour dire comme ça, léninistes, badiouistes, je sais rien, les pièges de l'avant-garde, de la conscience, etc., sans tomber dans ces pièges-là, qui sont des pièges tous platoniciens, n'est-ce pas? C'est-à-dire les idées, hein? C'est-à-dire que, voilà, c'est ce qu'on dit, quand Badiou disait « je suis d'accord avec Staline, avec Pol Pot, avec le président Gonzalo », c'est parce qu'il est d'accord avec les idées, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui arrive au corps? Bon, c'est pas son problème. Bon, pour nous, notre problème, c'est ce qui arrive au corps, effectivement. Alors, le piège, ça serait de, face à l'urgence qu'il y a à agir, n'est-ce pas? Pas seulement face à l'injustice, mais l'injustice écologique déjà, hein, l'injustice sociale et l'injustice de genre, face à cette urgence d'agir, eh bien, le piège, ça serait de reconstruire, réformer, réarmer un engagement des serfs. Et notre question, c'est à quoi ressemble-t-il un engagement de l'Estar? Parce qu'en principe, l'Estar, vous voyez, c'est-à-dire, justement, ne considérant pas
l'incomplétude du monde. Il y a une phrase de Banque qui est très belle, très claire. Il dit l'incomplétude du monde est, c'était non, la naissance de l'homme. Vous voyez, c'est-à-dire voir le monde comme incomplet, c'est l'espace dans lequel émerge l'homme. Non. Alors on dit comment ne pas tenter de répondre, d'agir en termes d'une militance, un engagement d'Elser. Et alors la question c'est comment nous pouvons penser une offensive, vraiment, une machine de guerre, pour dire comme Deleuze, avec une efficacité, vous voyez, non pas les colibris qui est content parce qu'il a fait sa part, n'est-ce pas, sinon vraiment une offensive face au bulldozer de destruction qu'on a en face. Comment on peut penser une offensive de l'Estar? Vous comprenez? Comment on peut penser une offensive de l'Estar? Vous voyez? Chose que ce n'est pas non plus une magie folle, hein, c'est-à-dire quand n'importe quelle tribu se faisait envahir par une autre tribu, il se secouait les puces, vous voyez, contre l'invaseur. C'est-à-dire que ce n'est pas que les cultures de l'Estar étaient les bons sauvages, voilà, peace and love, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, comment on peut penser donc une offensive? Alors, c'est là où on a demandé à Rémi, éminent membre du collectif Malgré tout, un des milliers de membres du collectif Malgré tout, vous ne pouvez pas savoir, c'est vraiment, ce sont des colonnes et colonnes, le collectif Malgré tout, et qui nous raconte un peu ce qu'il étudie seulement depuis 25 ans, Camus, L'homme révolté, parce qu'effectivement, nous avons trouvé à son invitation, il m'a obligé de travailler L'homme révolté depuis 4-5 ans, hein, qu'il me court derrière avec L'homme révolté. Et on a trouvé que chez L'homme révolté, il avait quand même des pistes dans le sens de cet engagement non léniniste, non d'avant-garde, non de conscience, n'est-ce pas? Et pourtant un engagement qui pouvait être radical. Voilà. C'est pour ça, non, que tu avais dit... C'est pour ça. Eh bien alors, tout va bien. J'y vais. Ah ben. Donc, l'idée, c'est de vous proposer quelque chose d'un peu informel, hein, de ne pas faire quelque chose d'académique et que vous vous sentiez libre aussi d'intervenir, de poser des questions. Miguel, Bastien et tout le monde, voilà aussi. L'académique, ça manque d'intérêt, notamment dans le sujet qui va nous occuper pendant quelques temps. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions, même pour ceux qui nous suivent à distance, ça va être intéressant. Pour commencer, je pense, je pense que c'est important parce que, comme le rappelle souvent Miguel, la situation détermine aussi la manière dont on pense et dont on agit. Quelques points de contextualisation de la vie de Camus. Il naît en 1913 dans la région de Mondovi, dans un petit village qui est en Algérie. Et il va grandir par la suite à Alger avec sa mère et sa grand-mère et un oncle, puisque son père est tué sur les champs de bataille, enfin il meurt dans un hôpital de guerre pendant la Première Guerre mondiale. Pourquoi ça a son intérêt? Parce que finalement, si on voit la période de sa vie, 1913-1960, puisqu'il va mourir en 1960 dans un accident de voiture, c'est une période où on trouve pas mal d'événements historiques marquants, guerre et révolution notamment, et donc ce sont des événements qui vont marquer à la fois son parcours et ses déplacements géographiques, mais surtout la construction de son œuvre et de sa pensée. Cette construction, elle va s'articuler autour de quatre gros pôles, quatre mots qui reniaient pas. C'est le mot d'écrivain, de journaliste, d'intellectuel et d'artiste. Globalement, il utilise ces mots-là de manière soutenue et il n'a aucun mal à se mettre sous ces étiquettes-là. Il a un peu plus de mal à se mettre sous l'étiquette de philosophe. Ça rejoint quelque chose qu'on va pouvoir évoquer par la suite.
notamment parce que je pense qu'il voit sa manière de penser comme vraiment impliquée dans l'Estar et dans le corps. Et donc pour lui, il le dit d'entrée très jeune, pour faire de la philosophie, il faut s'emparer d'images, et donc il considère que pour faire de la philosophie, il faut écrire des romans. Donc c'est discutable. Mais en tout cas, voilà, c'est un des points structurants de son parcours. Les œuvres majeures qu'il a écrites, vous les connaissez sûrement. L'étranger et la peste pour celles qui sont le plus connues. Après, il y a les deux essais philosophiques que sont le mythe de Sisyphe et l'homme révolté. Le mythe de Sisyphe, Miguel a passé quelques pages à l'analyser dans le mythe de l'individu. Et puis il y a donc l'homme révolté, donc voilà, on va y revenir plus en détail. Je n'hésiterai pas aussi à évoquer d'autres textes, parce que ce qui peut être important de vous montrer ce soir, c'est finalement qu'il y a une continuité et des connexions entre les différents textes que Camus écrit, et surtout dans les situations dans lesquelles il les écrit, et les façons dont ça se relie, et ça apporte un éclairage finalement au plus global quand on s'empare des articles de combat au regard ensuite des essais philosophiques, des pièces de théâtre qui sont faites sur la même période. On peut voir vraiment différents angles sur des sujets qui sont proches et qui nous intéressent, comme la violence, la vision de l'histoire, voilà. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on va revenir. Pour commencer aussi, peut-être dire le pourquoi Camus, au-delà du fait que je t'ai couru après avec l'homme révolté, mais ça on va en reparler. Actuellement, vous en entendez peut-être beaucoup parler, on en a beaucoup entendu parler l'année dernière et il y a 2 ans de Camus. On le voit sur différentes couvertures. On évoque la figure de l'icône, du guide, on considère qu'il aurait raison contre Sartre désormais, alors qu'il a eu une période où on ne le travaillait pas, et où il était même absent de l'université pour se limiter au banc du lycée, où certains philosophes l'avaient relégué. L'idée, c'est justement d'éviter de tomber dans ce travers-là. Ce soir, l'idée, c'est pas de vous vendre une nouvelle icône de l'engagement. Au contraire, c'est vraiment de s'appuyer sur sa pensée, sur son œuvre, et sur les rencontres qu'il a pu faire pour penser à partir de lui. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. J'idolâtre pas Camus, et je pense que s'il peut nous apporter des choses, c'est pour penser notre situation actuelle, sans plaquer une grille de lecture, mais simplement parce que je pense que il y a des choses à aller puiser dans son œuvre, et notamment dans l'homme révolté. Et voilà, donc je pense que c'est le meilleur angle pour l'aborder, et c'est celui que je vous propose ce soir. Revenir sur l'anecdote de Miguel et l'homme révolté, c'est important parce que mais c'est important parce que c'était en 2012 quand on s'est rencontrés, et que j'avais déjà parlé de l'homme révolté à Miguel, qui m'avait dit ne pas l'avoir lu, et ensuite j'ai lu le mythe de l'individu et les pages qui sont consacrées au mythe de Sisyphe dans ce bouquin. Et finalement, en ayant déjà amorcé moi mon travail sur Camus, je me disais qu'il manquait quelque chose. En fait, que finalement, presque que tu étais passé à côté de l'homme révolté dans l'articulation que Camus fait entre le mythe de Sisyphe et l'homme révolté, justement. Et dans la façon dont il n'est pas satisfait de ce qu'il pense dans le mythe de Sisyphe, et que ce premier essai en appelle un autre, près de 10 ans plus tard, pour poursuivre l'effort de réflexion, et puis surtout parce qu'il y a quelque chose qui le pousse vraiment à écrire ce nouveau livre. C'est que dans un premier temps, en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale, et c'est quelque chose qui a germé avant, il envisage de fonder une manière de se conduire, et c'est comme ça qu'il le présente, une manière de se conduire dans le monde pour les hommes, à partir de la notion d'absurde. La notion d'absurde, elle est intéressante, et on pourra y revenir après dans le détail aussi, notamment à partir de l'étranger, puisque je crois qu'elle rejoint pas mal quand même ce que tu disais de l'Estar tout à l'heure.
notamment le personnage de Meursault, ça pourrait être important, intéressant d'y revenir, pour faire la connexion entre les deux. Mais insatisfait de ce qu'il retire de l'absurde, il se dit qu'il faut franchir un nouveau cap en fait. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que c'est quelque chose qu'il a envisagé d'entrée. On a souvent tendance à présenter l'œuvre de Camus comme une succession de cycles en fait, c'est-à-dire l'absurde, la révolte, l'amour ou la mesure, enfin ça dépend un peu comment on les présente. Ce qu'il faut, et c'est des lectures récentes qui ont montré ça, il faut comprendre que tout est là dès le départ. Si on lit des textes comme L'Envers et l'Endroit, ou le prétexte de ça qui est Les Voix du quartier pauvre, on trouve vraiment la source de tout ça, c'est-à-dire à la fois l'absurde, à la fois la révolte et à la fois l'amour déjà présent dans ce texte originel. C'est important parce que si lui s'en est emparé de manière cyclique et qu'il a consacré ensuite à chaque fois un triptyque, c'est-à-dire un essai, un récit au sens large et une pièce de théâtre dans ce cadre, il les voyait comme entièrement connectées et se répondant entre elles et pas dissociées comme on a l'habitude de le faire entre cycles pour de manière académique mettre des étiquettes. Donc c'est important de revenir là pour voir comment il arrive finalement à L'Homme révolté et comment cet essai-là même, il n'est qu'une étape à la suivante qui est finalement un essai qui est envisagé et qui verra malheureusement jamais le jour en raison de son accident de voiture et qui comptait consacrer à la mesure et à Némésis et à la figure de Némésis, puisqu'à chaque fois dans ses essais philosophiques il prend une figure mythologique comme point d'appui. Donc il y a le mythe de Sisyphe avec la figure de Sisyphe, Prométhée dans L'Homme révolté, et Némésis qui devait intervenir dans un troisième plan. Donc pour revenir sur L'Homme révolté dans le détail, à noter quand même que j'apporte quand même une importance particulière au symbole. C'est un peu par hasard, mais on fête les 70 ans de la publication de L'Homme révolté, là dans ces mois-ci, puisque il a été publié en octobre 51. Donc c'est intéressant que tout ça se joigne de cette manière. Et finalement, l'idée, c'est peut-être de revenir sur le mouvement global de cet essai-là pour comprendre ensuite et arriver à des notions qui vont se rapprocher de ce que vous avez pu avancer dans l'articulation entre être serf et être estar, et puis avant ça dans les deux derniers bouquins, et comment on peut relier tout ça avec la notion d'engagement. Donc, sur L'Homme révolté, il y a un mouvement à l'intérieur de cet essai qui fait que c'est pas un manuel ou c'est pas un essai de philosophie au sens classique du terme, puisque ce que fait Camus dans un premier temps, c'est qu'il donne d'emblée sa définition de la révolte dans le premier chapitre, et qui revient, qui s'appelle L'Homme révolté, où là il pose d'emblée que son mouvement, le mouvement de la révolte dans la façon dont il envisage, se tient à la fois dans un oui et dans un non. C'est-à-dire que là, il se pose directement dans l'affrontement avec les autres intellectuels de son époque à ce moment-là, qui étaient vraiment dans une contestation et dans un non. Là, ce que Camus pose, c'est donc la tension entre le oui et le non. Et donc là, on a déjà un mouvement de dialectique qui se met en place, mais une dialectique qui finalement ne trouvera pas de synthèse en fait. C'est là que c'est intéressant. Comme l'a théorisé Sartre. Exactement. On va y revenir. Mais donc sans synthèse, et c'est là qu'il rajoute en plus un niveau de symbole, puisqu'il reprend des figures qui sont assez connues dans la philosophie classique. Il reprend la figure du maître et de l'esclave. Et il s'en empare d'entrée sans faire référence encore à toute l'histoire des idées qu'il va aborder par la suite, en disant que finalement, certes, la révolte de l'esclave, elle se pose dans un premier temps contre le maître, mais là où le oui intervient, c'est dans la reconnaissance du lien qui va arriver dans un second temps, ou même dans le même temps finalement pour lui, dans la reconnaissance de ce lien qui unit l'esclave au maître.
Et là, on retrouvera ça aussi dans la logique de ni victime ni bourreau, et dans la tension qui se maintient dans ce cadre. Et on verra toutes les incidences que ça peut avoir, notamment sur sa vision de la violence et de l'histoire. Voilà. Ça, c'est ce qu'il fait d'emblée. Il pose ça, et derrière, tout de suite, il bascule sur le cœur de l'essai, qui est bien souvent considéré comme un peu ardu, parce que il va dans une histoire des idées qui revient sur la pensée de l'Occident depuis la modernité, avec notamment la succession de deux grosses parties, la révolte métaphysique dans un premier temps et la révolte historique dans un second temps. Alors, la révolte métaphysique, pour aller vite et pour synthétiser un petit peu, il l'aborde sous finalement une forme dérivée de la révolte, d'une révolte originelle, et finalement ça devient la liberté absolue sans la justice. C'est finalement la liberté qui prend le dessus sur la notion de justice dans cette révolte métaphysique. Cette révolte métaphysique, c'est la révolte des hommes face à la figure de Dieu, et donc finalement dans le bouquin, elle commence avec Sade, et elle se termine avec Nietzsche. C'est-à-dire que Nietzsche fait, pour Camus dans l'ouvrage, fait la jonction entre révolte métaphysique et révolte historique. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'ensuite, il passe à la figure de révolte historique. Et là, on a une bascule inverse, c'est-à-dire qu'on a la justice qui prend le dessus sur la liberté, donc une forme de justice absolue qui prend le dessus sur la liberté. Et donc là, c'est à partir de là qu'il aborde tout le mouvement révolutionnaire, et qu'il va passer pas mal de temps notamment sur l'articulation et la filiation entre Hegel, Marx et Lénine notamment, pour arriver à Staline gentiment, et pour arriver aux Sartriens et au collectif qui l'entoure. Sartrien au sens large, parce que il faut savoir qu'à l'époque, il n'est pas tellement fâché avec Sartre, du moins pas encore. Il est plus fâché avec Merleau-Ponty et avec d'autres philosophes qui sont de ce côté-là. Et Sartre, ça viendra justement, la rupture sera consommée avec la sortie de l'homme révolté. Voilà. Donc, ce qui est posé là, c'est que finalement, face à la révolte métaphysique et face à la révolte historique, que Camus considère comme des dérives en fait, d'une révolte originelle, des dérives de la définition initiale qu'il a posée, il s'empare de ce sujet de la révolte, il en fait un pivot pour penser d'abord la relation de l'homme à Dieu, et le passage ensuite de finalement la figure sacrée de Dieu, la figure sacrée de l'homme, pour finir dans la figure sacrée de l'histoire. Et finalement, il suit ce chemin-là tout au long de l'essai pour arriver à repenser une vision de l'histoire particulière. Là où c'est intéressant, je trouve, c'est que pour ça, et même si le chemin est parfois un peu ardu et qui serpente un peu difficilement, il se sert de points de repère qu'on va retrouver si on creuse un peu dans ses influences et dans la manière dont il a été formé au cœur des années 30, et puis dans ses lectures ensuite, des lectures assez centrales qu'il va faire notamment au cœur de la Seconde Guerre mondiale, et puis ensuite dans ce qui va permettre finalement à sa pensée d'émerger et de prendre une nouvelle dimension, son expérience de la résistance évidemment, à partir de la fin de l'année 42, début 43. Je vous disais qu'il construit une nouvelle vision de l'histoire, en fait, ça rejoint un petit peu ce que disait Miguel tout à l'heure. Il va penser cette histoire, il va penser la place de l'homme et la place de laquelle il parle à partir du dans et contre l'histoire. Dans et contre l'histoire, c'est finalement replacer l'être humain dans une sorte de spirale. Moi, dans mes travaux, dans d'autres travaux plus académiques, j'ai essayé de donner une forme à cette vision de l'histoire, et c'est une vision de spirale. Donc là, on peut retrouver, pareil, des connexions avec d'autres figures de l'époque, et notamment Simone Veil,
qui a une vision de l'histoire qui se rapproche de ça, et qui fait souvent référence à la figure de la spirale. Pourquoi la spirale? Eh bien parce que tout simplement, ce que fait Camus dans le passage révolte métaphysique et révolte historique, il met en avant un lien entre la tradition judéo-chrétienne et le marxisme de cette vision linéaire de l'histoire, avec un aspect théologique où on arrive en bout à une société idéale, que ce soit le paradis ou que ce soit la société idéale. Donc ça, c'est quelque chose qui ne lui convient évidemment pas, et qui veut croiser avec la figure du cercle. Lui qui est très empreint de philosophie antique, notamment de par sa formation à l'université dans les années 30, puisqu'il a eu des grands maîtres comme Jean Grenier ou Poirier, il pense aussi le rapport cyclique au temps. Et il essaye d'articuler finalement la ligne et le cercle dans la figure de la spirale. Ça, c'est vraiment sa vision, c'est sa vision de l'histoire. Ça implique quoi? Ça implique finalement cette position de dans et contre l'histoire. Elle ne va pas impliquer chez lui la figure de l'engagement, mais plus de l'embarquement. Et c'est une nuance qu'il fait à plusieurs reprises par touche dans ses textes, c'est que finalement, en faisant recours à ce terme d'embarquer, d'embarquement, il essaye de mettre en avant cette tension en fait, qui revient dans le dans et contre l'histoire. Il est embarqué dans un mouvement, mais c'est un mouvement dans lequel on peut se débattre et on peut agir. Et c'est là que ça rejoint aussi, je pense, ce que vous avez travaillé avec Bastien dans les 2 derniers ouvrages, c'est que il y a une volonté de repenser l'agir au regard de la notion de figure, de sujet, et notamment dans la rupture avec la notion de sujet et d'objet, et de la manière dont la philosophie classique la travaille. Ça implique donc aussi un autre positionnement, je crois, et qui est de taille, c'est un positionnement face à la violence. Ce positionnement face à la violence, le contexte l'explique aussi. Camus, il faut savoir qu'il commence la Seconde Guerre mondiale en 1939 en tant que journaliste dans un journal algérois, soit républicain, et il publie des textes qui sont plutôt pacifistes et donc contre la guerre. Et en parallèle, il n'est pas à une tension près, il tente quand même de s'engager malgré sa tuberculose et une rechute de son état de santé, parce qu'il considère qu'il y a un appel à défendre les peuples européens face à la montée des fascismes. Pourquoi je dis défascisme? Parce que c'est un engagement qu'on a tendance un peu à oublier et à rogner dans son parcours, mais il est déjà très engagé aux côtés des républicains espagnols au moment de la guerre d'Espagne, depuis Alger. Et donc c'est vrai que c'est intéressant de voir aussi comment les choses s'en mêlant, voire même avant son soutien aux républicains espagnols, il écrit un petit texte qui est très intéressant aussi sur ce plan-là, qui s'appelle Révolte dans les Asturies, qui n'est pas un texte qui est un texte collectif, c'est une pièce de théâtre qui est écrite à 6 mains et qui est très intéressant justement quand on l'articule avec ensuite l'engagement dans la guerre d'Espagne et ensuite l'engagement dans la résistance. L'engagement dans la résistance, je vous conseille justement pour comprendre toute la tension que ça implique, les lettres à un ami allemand, qui permettent de comprendre comment il y a ce mouvement de bascule et cette finalement acceptation de la violence, tout en essayant de ne jamais la justifier. Et finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est que la violence, il la considère comme inévitable, mais à la fois injustifiable. Et ça, c'est quelque chose qui revient, qui est hérité justement de cette expérience de la résistance qui est déjà présent dans les lettres à un ami allemand, et qui finalement va se développer tout au long de la suite de son parcours, et qui va se déployer, notamment dans l'affrontement avec Emmanuel d'Astier de la Vigerie, à la fin des années 40, et qui va déjà présager l'affrontement qui va l'opposer à Sartre ensuite dans les années 50. Alors là, non, par rapport à la question de la violence,
si nous essayons de penser une résistance, une action à partir des stars, n'est-ce pas? Effectivement, c'est-à-dire dans les stars, il y a quelque chose qui considère que tout est nécessaire quelque part. Tout est nécessaire, ça veut dire que ce qui existe a une raison d'exister, comme on dirait en Occident avec Leibniz, non? Il y a une raison suffisante. Mais est-ce que ça veut dire que tout ce qui existe, puisqu'il y a une raison suffisante, nous ne devons pas agir, n'est-ce pas? Et c'est là où, effectivement, de mon point de vue, plus sartrien, Mansal, Mamotreto, malgré tout, quoi, effectivement, c'est là où il y a un problème, de mon point de vue, parce que l'effet que tout ait une raison suffisante, n'est-ce pas, ne me semble pas que permet de la critique qui fait Camus à la violence qu'il appelle extrême, mais que bon, elle n'est pas si extrême que ça, ne serait-ce que par la banalité de la chose, qui est de tuer l'ennemi, n'est-ce pas? C'est-à-dire la violence n'est pas justifiée, la violence. Il y a chez Camus, de mon point de vue, quelque chose justement des mains propres, non? Il écrit les mains propres, lui, pendant que l'autre écrit les mains sales, non? Et parce qu'effectivement, c'est-à-dire la violence fait partie de la chose, quoi, de la chose qui est, non? Voilà, de l'estare, non? Il y a de la violence. Et effectivement, dans cette violence-là, une chose, je trouve, qui est dangereuse, non? Je dis ça parce qu'effectivement, pas pour rien, c'est-à-dire la discussion avec Rémi là-dessus, c'est par rapport à certains points comme ça qui, moi, avec un passé guévariste, donc sartrien, guévariste, violence, etc., toujours il y avait cette méfiance par rapport à Camus. Quand je lu L'Homme révolté, je le remerciais, de me l'avoir obligé à lire, m'a couru 5-6 ans derrière avec L'Homme révolté. Mais effectivement, à moi, il me semble quand même que là, il y a quelque chose de glissant dans la compréhension de l'Estade, qui est quelque chose qui se pose effectivement aujourd'hui avec les camarades qui sont dans la lutte. Vous savez, les Mapuches, parce que là, on parle parce que qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas sortir les flingues, on est dans Paris 11e, voyez. Mais on parle juste dans la tentation et le désir de construire la boîte outils de l'agir, n'est-ce pas? C'est-à-dire qui accompagne l'agir, pas qui dirige l'agir. Alors là, il y a un point qui n'est pas un point théorique, qui est un point quand même. Attention, parce que souvent avec les gens qui sont plus de formation indienne en Amérique latine, les stars, non, comme ce que Raoul disait, non, les stars, souvent on peut l'entendre comme c'est comme ça. Et même Couche, par exemple, dans ses pages, à un moment donné, il raconte un épisode dans lequel il y a un Indien qui crève, comme ça qu'il y a un camion qui se retourne et l'Indien crève. Et le Couche, fils d'Allemand, blond, blanc, il interprète que pour l'Indien mourir, c'est pas si grave que ça. Et au fait, c'est-à-dire, c'est une pure projection, n'est-ce pas? Parce que, non, pour l'Indien, mourir, effectivement, ça signifie pas, ni la vie, ni la mort, signifie pas la même chose que pour les Blancs, n'est-ce pas? C'est pas après moi les déluges, effectivement, etc., etc. Mais, il y a dans les stars aussi un mode de violence, n'est-ce pas, qui s'oppose à la destruction, qui s'oppose à la domination, qui s'oppose à tout ce qui vient écraser la vie, n'est-ce pas, qui à aucun moment va vers une sagesse d'un non-agir, de la non-action. Vous comprenez? Et c'est là où c'est important de comprendre les non-agir, dans le sens, en Europe, c'est connu comme le bouddhisme, le taoïsme, n'est-ce pas? Chez nous, le non-agir, c'est ça. Le non-agir, c'est ce qui est à une raison. Alors, bien entendu, c'est-à-dire l'Indien crève là, et bien entendu, en Bolivie, j'ai vu, à Jujuy, dans les Noirs, j'ai vu, effectivement, et les bébés meurent. Et on enterre les petits anges, n'est-ce pas? Mais, effectivement, là, on l'enterre, il y a une sorte de dire, bon, c'est comme ça. Dans c'est comme ça,
il n'y a pas la glissade vers un conformisme qui accepterait l'oppression. Vous comprenez? Dans l'essai comme ça, gronde hein, une révolte qui n'a pas de limites, n'est-ce pas? Et qui ne se pose pas la question de la légitimité de la violence, n'est-ce pas? Et c'est là où c'est très compliqué, parce que pour nous, je ne sais pas si c'est clair ou pas, mais pour nous, effectivement, dans tout notre effort actuel, théorique et pratique, il est très important de trouver des modes d'engagement théorique et pratique qui ne tombent pas dans la question de l'être. Effectivement. Bon, très bien. Mais attention, vous voyez, parce que de l'autre côté, vous voyez, comme dans l'autre côté, bon, dans les stars, justement, il y a cette acceptation, n'est-ce pas, de la raison suffisante. Voilà. Il y a par exemple les dangers, entre autres, un danger mignon de colibri grillé, par exemple. Vous voyez? Et on dit non, colibri grillé, pas du tout, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il ne s'agit pas de faire sa part. Il s'agit de faire ce qu'il faut pour vaincre l'ennemi qui menace la vie. Vous comprenez? Et c'est là où, effectivement, de mon point de vue, Camus, qui pourtant est du côté de la vie, du côté du sens, etc., il essaye d'être propre. Et là, il tombe du côté de l'être. Pour moi, tu vois. Concrètement, je pense que dans une situation très concrète, des résistances, bah, bien entendu que vous imaginez que nous, ni aucun autre groupe armé, tirait des fleurs, n'est-ce pas? C'est-à-dire, bien entendu, qu'on tuait, quoi. Mais bien entendu qu'on tuait, quoi. Et bien entendu que, par rapport à la violence, il y a quelque chose que j'avais écrit dans un bouquin sur Lecce et que j'ai reçu des menaces, même très étonnant, parce que des menaces des membres du Parti communiste français qui s'étaient détesté le Che Guevara à l'époque, n'est-ce pas, mais qui maintenant était défenseur de Che Guevara. Parce que qu'est-ce que j'avais écrit? J'ai écrit que Lecce, que je respecte, et ça peut vous pouvez considérer bêtement, mais je le porte dans mon cœur toujours. Et bien, effectivement, Lecce avait commis une erreur fondamentale avec, quand il a fusillé les tortionnaires, il a fait fusiller 250, 270 tortionnaires, des sales mecs, vraiment, mais il les avait fusillés une fois qu'on avait déjà pris le pouvoir à La Havane, n'est-ce pas, avec des procès absolument, comme on dit, des procès scélérats, hein, des procès scélérats, etc. Staliniens, paradoxalement. Hein? Procès staliniens, Des procès staliniens, oui. Non, ça ne me plaît pas de mettre le procès de Che. Mais paradoxalement. Paradoxalement, bon. Mais vous voyez pourquoi? Parce que j'ai dit, la veille de la prise de La Havane, exécuter un de ces tortionnaires-là, c'était un acte de liberté et un acte de résistance. Une fois que toi tu es dans le pouvoir, eh bien alors là effectivement il faut faire très attention, parce qu'une fois que tu es du côté du pouvoir, si tu es un ministre et tu fais exécuter sans défense et des procès scélérats des sales types, eh bien c'est un crime d'État, n'est-ce pas? Et c'était un enseignement pratique, parce que vous le savez ou vous ne le savez pas, nous en Argentine, on n'a descendu aucun tortionnaire une fois que la démocratie était revenue. C'était pas parce qu'on avait perdu l'habitude, vous voyez, c'est-à-dire, c'est parce qu'on disait, on veut la justice. On veut la justice. Voyez, nous, on a lutté pour la justice. Une fois qu'on a la justice, nous, on ne va pas aller exécuter. Vous voyez, et ce type de choses, à moi, me donnait un petit côté toujours main propre, tu vois, c'est-à-dire, et je pense que c'est ça qu'il faut faire attention, non pas pour la critique de Camus, il est mort et enterré, mais par rapport à, justement, si nous voulons construire quelques instruments dans la boîte outils de l'engagement, n'est-ce pas, que en venant de ces côtés-ci, vous voyez, comme moi, c'est pas pour me moquer de, comment s'appelle, le colibri, je me rappelle pas jamais, Pierre Rabhi, vous voyez, c'est pas pour me moquer de Pierre Rabhi, c'est-à-dire, mais c'est vrai que des côtés de l'Estar, n'est-ce pas, il y a cette tentation de, bon, vous voyez, quand on dit machine de guerre, quand on dit offensive, oulala, vous voyez, et on voit bien qu'il y a une réaction. Cette réaction est une réaction saine, effectivement, parce qu'il ne faut pas construire des avant-gardes à la Badiou, ou comment s'appelle l'autre, Laron, qui veulent la prise de pouvoir et la révolution, surtout si c'est les autres qui la font, n'est-ce pas? C'est-à-dire, pour ne pas faire ça, voilà, il me semblait important cette question de la violence, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire
faire un grand changement pour la justice en traversant par le clou. En revanche, c'est vrai qu'en Bolivie, comme au Pérou plus ou moins, mais dans le nord-ouest de l'Argentine, comme au Mexique, au Chiapas, il y a des zapatistes en bas réunis, non? Et il y a eu des modes d'affrontement qui sont des modes d'affrontement qui justement évitent la spécularité. Vous comprenez? Quand on tombe dans la spécularité, on a perdu le combat, effectivement. Mais ça ne veut pas dire, vous voyez, pas pour rien, Marcos, lui, il disait, et peu de gens ont tenu compte de ça, il disait, je ne suis pas un révolutionnaire, je suis un rebelle. Je pense que Marcos, il avait lu L'homme révolté. Je pense parce que ça rejoint ce que je compte te répondre, mais on en a déjà parlé. L'époque et la sortie de L'homme révolté et la manière dont le bouquin est reçu en 51 et par la suite a caricaturé en fait. Et je suis désolé de te le dire, mais les Sartriens ont grandement participé à ça. A caricaturé la posture de Camus, et c'était déjà le cas même avant, hein, avant Sartre. Dastier de la Vigerie, il caricature la posture de Camus, c'est un des premiers à dire belle âme, ça revient à faire de l'humanitaire, enfin bon voilà. Et c'est pas pour rien que justement dans les articles, quand on met tout en perspective, quand on relit les lettres à Dastier de la Vigerie et qu'on les met en articulation avec L'homme révolté et qu'on les met ensuite avec ce qui va suivre, on trouve justement la nuance que toi tu exprimes là. Et que moi je retrouve aussi, et ça je te l'avais dit, dans ce que tu évoques du Tché, Camus lui le vit au moment de l'épuration, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où finalement il se retrouve, il est une des voix les plus entendues et les plus écoutées de la résistance, puisqu'il écrit des éditos dans le combat. Paris vient d'être libéré, et finalement il justifie l'épuration et la mise à mort d'un certain nombre de personnes, et notamment des miliciens. Les miliciens qui sont la figure par excellence de ceux qui ont trahi, qui se sont retournés et qui ont fait même les pires horreurs, pire que le pire. Et donc, dans un premier temps, il est emporté dans ce mouvement-là. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que, bon, ça n'a pas servi de la même façon, peut-être si au Tché, c'est qu'il se rend compte qu'à ce moment-là, il fait une erreur, il va dans la mauvaise direction. C'est-à-dire que là où il n'est pas même propre, c'est qu'il s'engage pleinement dans la résistance. Il ne dit pas ce qu'il fait. Et il ne le dira pas. Mais ça, c'est un peu la position des anciens combattants. C'est soit s'ils se taisent... Voilà, soit, voilà. Donc, et puis là, en plus, c'était juste après. Et peut-être que quelques temps après, il aurait parlé un peu plus. Donc on n'en sait rien. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, il s'engage pleinement dans la résistance. Il va jusqu'à justifier l'épuration. Il se rend compte de son erreur. Mais finalement, il met un peu de temps à l'admettre parce que face à lui, il y a une autre caricature. Il y a Mauriac et la figure de la charité, et Camus ne veut pas tomber là-dedans non plus. Sa posture, en fait, elle est beaucoup plus nuancée, mais elle est toujours nuancée, en permanence. Et finalement, elle ne tombe pas dans la caricature ni de ceux qui justifient l'épuration et qui étaient prêts à zigouiller tout le monde, au hasard, et ni de Mauriac qui dit non, la charité pour tous, le pardon, et voilà. Et donc cet élément-là, je pense qu'il est central. Autre chose dans ce que tu viens de dire, et dans le rapport à la mort, et c'est peut-être intéressant d'en venir là, puisqu'il y a un parallèle qui se fait, tu disais l'image de l'enterrement en Bolivie et tout ça. Il y a une image célèbre de l'enterrement chez Camus, c'est le début de L'étranger, et l'enterrement de sa mère, en fait. Et l'enterrement de sa mère, c'est toujours pareil. Il y a une manière de le caricaturer aussi au tout début de la réception du bouquin, et puis pendant quelques dizaines d'années, où finalement on ne comprend pas tout l'enjeu de commencer par là. Finalement, il y a une manière de lire ce bouquin qui est que Camus, quand il écrit L'étranger, Meursault, au moment du procès, il n'est pas condamné pour le meurtre qu'il fait sur la plage et dans lequel il tue un arabe, mais il est condamné pour le fait de ne pas avoir pleuré à l'enterrement de sa mère. Oui, pour insensibilité. C'est ça, pour insensibilité et pour quelque chose de, finalement, ce décalage de ce que tu disais entre
ce que la société attendait de Meursault et ce que lui a vécu. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Camus, il essaye, par touche toujours, et avec la nuance, de montrer que ce bouillonnement intérieur de Meursault au moment de l'enterrement. C'est-à-dire que si on le prend sur cette grille de lecture-là, et qu'on relit le début de L'étranger, eh ben, on voit tous les moments où Meursault bouillonne, et tous les moments où il est déstabilisé, mais où il ne l'exprime pas finalement. Et ça, c'est comme ça. Non-expression, tu vois, effectivement, il y a une confusion, ça, par rapport à la soi-disant sagesse indienne. Quand, effectivement, on enterre leurs morts, les bébés, c'est le plus impressionnant parce que, effectivement, ils meurent pour diarrhée estivale, c'est-à-dire ils meurent de pauvreté, quoi. Mais quand ils meurent comme ça, les Indiens, c'est vrai qu'il y a souvent il y a cette confusion, exactement comme de quoi il accusait Camus, Meursault, d'insensibilité, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le blanc, et même couche, non, tombe dans ces pièges-là. Le blanc voit une résignation, n'est-ce pas? Et au fait, la résignation est parce que, effectivement, l'Indien se bagarre contre les dieux, quoi. C'est-à-dire, l'Indien, c'est la différence aussi qui va faire couche entre la ville, non, et la campagne dans le sens des Indiens, non. Il va dire, dans la campagne, on se bagarre contre les dieux, mais les dieux, la tempête, la sécheresse, non, etc. Et donc, dans la campagne, on se bagarre contre les dieux. Dans la ville, on se bagarre contre les hommes. C'est-à-dire que la peur aux dieux, dans la ville, va être remplacée par la peur des hommes, n'est-ce pas? Des hommes qui dominent, des hommes qui te tuent, et des hommes qui te protègent. Non, la protection, vous savez, la protection mafieuse, non, qui parle de sécurité, et Don Corleone, non, qui dit je te protège, mais toi, tu obéis. Non, c'est-à-dire, si tu obéis pas, voilà. Non. Et c'est vrai que chez l'Indien, comme lui, il ne se bagarre pas contre les hommes. Vous comprenez? Lui, il ne pense pas qu'il va avoir une complétude, qu'un jour, il va arriver à les jours fameux. Lui, il est dans le jour. Les stars, il est cette complétude du moment, n'est-ce pas? Alors, il ne pense pas qu'il va vaincre la mort. Vous voyez, c'est pas Laurent Alexandre, n'est-ce pas? Il va dire, on va vaincre la mort. Ou comme une fois, un passage, je ne me souviens pas dans quel bouquin de Marais Calter, qui dit la mort est un scandale. Effectivement, ça c'est l'homme de l'être, n'est-ce pas? C'est-à-dire la mort est un scandale, puisque c'est l'homme, n'est-ce pas, la figure sacrée. L'Indien, il sait que la mort n'est pas un scandale. Mais, une fois encore, c'est parce qu'il est écrasé. Il est écrasé par les hommes blancs, il est écrasé par les dieux, par la rage des éléments de la nature, mais il attend le moment dans lequel, dans le cycle, c'est le moment de la guerre. N'est-ce pas? Et la guerre, la révolte, n'est-ce pas? Et la lutte pour la vie. N'est-ce pas? Et je pense que ça, c'est un truc très très important parce qu'effectivement, je pense que le moment historique qu'on vit est un piège à éviter. Vous voyez, c'est le piège à éviter. C'est le piège à éviter de croire que, effectivement, par rapport à l'horreur militaire ou industrielle qui nous écrase, et oulala, vous voyez, c'est-à-dire, voyez, comme on a l'image de l'engagement del ser, on dit, oulala, non, il ne faut pas répéter ça. Il ne faut pas répéter ça, effectivement. Il n'y a pas une armée spéculaire du bien contre l'armée du mal. Mais il faut faire très attention avec l'idée, ok, mais ce n'est pas qu'on va pouvoir faire même des guilis au monstre qu'on a en face en traversant par les clous, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose que, en plus, on me demande souvent, n'est-ce pas? On dit, mais la violence, n'est-ce pas? On dit, mais comment est la violence? Oui, la violence, c'est-à-dire, bien entendu, que ni Monsanto, ni l'armée américaine, ni, vous voyez, je ne sais rien, vous voyez, ils vont à un moment donné céder face au vol élégant des colibris. Mais là où c'est intéressant, je pense, c'est peut-être d'éclairer ça dans le contexte algérien.
Parce que là encore, il y a une caricature de l'époque sur Camus et son statut de Français d'Algérie, enfin d'Européen d'Algérie, on disait, et sur les positions, non pas qu'il a tenues, mais qu'il n'a pas tenues. C'est-à-dire qu'on attendait de lui que dans son engagement anticolonialiste déjà ancien, bien plus ancien que les années 50, hein, puisqu'il s'engage déjà contre le colonialisme dans les années 30. Hein. Il s'engage au Parti communiste à l'époque. Il est même viré du Parti communiste parce que le Parti communiste d'Algérie abandonne la lutte anticolonialiste au profit de l'antifascisme. Et qui considère, lui, Camus, que les deux doivent tenir d'un même front et qu'à Alger notamment, il est chargé des relations avec les milieux musulmans d'Algérie, puisque c'est comme ça qu'on disait, à Alger, et avec tous les cercles intellectuels d'Alger à l'époque. Donc, ce qui est intéressant, c'est de rééclairer ce passage, et notamment parce que ça fait référence à un autre contexte colonial, et c'est ça qui est intéressant aussi, et que ça vient reprendre cette idée de violence. Pourquoi c'est intéressant? Parce que, à mon avis, là encore, on a mal compris, et il a peut-être pas eu le temps de se faire comprendre aussi sur cette question-là, puisqu'il meurt en 60. On a mal compris sa position, et je pense que c'était tout l'enjeu du premier homme aussi, qui est inachevé, mais qui commençait à expliquer un petit peu comment sa pensée prenait forme là-dedans. D'entrée, en 54, voire même avant 54, il annonce déjà ce qui va se passer en 54. Dès 45, dès Sétif Eguelma, alors qu'il est sur un bateau qui rentre d'Algérie pour revenir à Paris, c'est un des seuls à parler de Sétif Eguelma dans ses articles dans Combat, déjà. C'est un des seuls à mentionner les événements et à dire attention, ce qui se passe aujourd'hui aura des conséquences dans les années à venir. Il rencontre déjà à ce stade-là, à ce moment-là, on a retrouvé des pièces dans les archives, où il rencontre déjà des membres des premiers réseaux qui vont devenir ensuite les réseaux FLN et MNA à partir de 54 et ensuite. Qu'est-ce qui se passe en 54? Silence radio. Au tout début, Camus, il ne réagit pas à ce qui se passe parce que pour lui, c'est quelque chose qui devait arriver en fait. Et il n'y a pas de problème finalement pour lui en 54 puisqu'il n'y a pas de victimes civiles. C'est-à-dire, il y a un mouvement de révolte, il y a une violence qui est utilisée, qui est employée, il y a des victimes civiles à la marge, puisque je crois que c'est un instituteur qui est blessé grièvement, mais ce n'était pas lui qui était visé dans l'attaque en question. Et il y a eu des attaques contre des lieux de pouvoir, des casernes, des représentants du pouvoir dans la communauté des musulmans d'Algérie. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est la bascule, finalement. C'est 56. C'est la bascule de 56. Donc de 54 à 56, Camus, il dit, voilà, ça devait arriver, ça arrive. En 56, qu'est-ce qui se passe? Il y a un changement de politique de la part du FLN, et il y a un passage au terrorisme aveugle. C'est comme ça que Camus l'appelle. Et il y a la mise en place d'attentats dans des lieux publics dans toute l'Algérie, en particulier à Alger. C'est là que Camus, finalement, il commence à prendre position contre le FLN. Il commence à prendre position contre le FLN sur deux choses. La première, c'est la violence directe, c'est-à-dire violence directe et aveugle qui fait des victimes civiles. Il dit, tout simplement, et c'est son expérience de la Seconde Guerre mondiale qui lui a prouvé, aucun problème à tuer des personnes que tu désignais comme l'ennemi tout à l'heure, des personnes engagées dans le régime, dans le système et tout ça, aucun problème. Aucun problème à viser des lieux de pouvoir, et ça aussi, voire même des symboles de pouvoir, et ça les justes le montrent bien. Mais là où ça devient problématique, c'est quand on fait des victimes qu'on appellerait aujourd'hui collatérales en fait, et quand on va chercher, pour créer un contexte de terreur, des victimes civiles. Et ça c'est le gros souci, et c'est ce qui lui pose problème. En 56, appel à la trêve civile, c'est quoi? C'est ni plus ni moins un appel au FLN, et un appel derrière aussi au pouvoir français, de dire arrêtez
arrêter de faire des victimes civiles dans les deux camps. Arrêter les razzias sur les villages en campagne et dans le bled où vous, sans dissocier, prenez des gens et on les retrouve plus, ils ont disparu. Et d'un autre côté, arrêter les attentats sans distinction du lieu et surtout aviser de faire des victimes civiles. Ça, c'est l'appel à la trêve civile, appel qui n'est pas entendu du tout, appel qui va être noyé dans le flot, essentiellement, pas de ce qu'on croit, dans le flot des Français d'Algérie qui commencent à se constituer. C'est pas encore le temps de l'OAS, mais il y a une colère qui monte. Au moment où, pour donner une illustration, c'est pas très connu, mais au moment où il va prononcer l'appel à la trêve civile, il monte à la tribune, c'est dans un lieu qui est à la frange de la Casbah. Il est entouré d'un service d'ordre. Le service d'ordre, il est constitué de membres du FLN. De membres du FLN qui sont là pour couvrir, et qui, Camus le sait, hein, ça on l'a trouvé par la suite, il sait qu'ils sont membres du FLN, il sait que voilà, il fait ça à cet endroit-là, mais dehors, c'est pas les FLN qui crient à mort Camus, c'est les Français d'Algérie. C'est la communauté. C'est le FLN parce qu'il y avait deux. Alors c'est le FLN, là c'est... Non, alors Messalihat c'est MNA. Donc lui c'est... Justement Camus il est plus sur la tendance MNA et il est proche de Messalihat. Parce que justement il est dans cette vision de... C'est là le deuxième point d'opposition avec le FLN, c'est le rapport à la notion de nation. Et il ne supporte pas, et finalement ça c'est dans Chronique algérienne qu'on le retrouve, la nuance, et ça c'est sa tendance je pense, mais du moins enfin, j'essaye de le travailler dans ce sens, c'est sa tendance libertaire et anarchiste en fait. L'idée de nation, en la mettant en avant comme le FLN le fait, après le congrès de la Soumam et la bascule qui va se produire, finalement, c'est l'idée de nation et déjà Camus y voit déjà pointer l'articulation entre nation et islam politique et les imbrications que ça va avoir. Et donc du coup, c'est cette tendance, la scission en 56, elle n'a pas encore vraiment lieu dans les rangs du FLN, et finalement, il est plus supporté par les gens qui sont pas modérés, qui sont pour l'indépendance, mais qui vont pas sur le terrain de la nation algérienne et toutes les reconstructions historiques et religieuses qu'il y a derrière. Et ça c'est un point important, la question, quand Camus, il ne parle que, tout à coup il parle du terrorisme, c'est pour ça qu'il appelle à cette paix, pacification. C'est important, je pense, actuellement, parce que effectivement, comme le terrorisme existe, c'est très facile pour les pouvoirs d'appeler terroristes tous ceux qui bougent. Alors, vous ne le savez pas, certainement, mais en Argentine et au Chili, on appelle terroristes aux Mapuches insurgés du sud du Chili et du sud de l'Argentine. N'est-ce pas? Et il y a toute une campagne d'identification de l'agir et de la résistance des peuples mapuches qui commence à fonctionner, vous voyez, dans la droitisation de l'opinion publique, commence à fonctionner, vous voyez, cette identification de que toute violence est terroriste. Et effectivement, ce que Camus ne dit pas clairement du tout de mon point de vue, tu vois, c'est la différence qui existe entre lutte armée et terrorisme. N'est-ce pas? Le terrorisme est toujours réactionnaire. Toujours, au-delà de l'idée platonicienne au nom de quoi on le fait, est toujours réactionnaire. Pourquoi? Parce que les terroristes prennent des vies humaines comme un moyen pour envoyer un message, pour faire pression. Donc, au-delà de au nom de quoi c'est fait, tout acte terroriste est toujours réactionnaire. Et ça, c'est quelque chose que nous, avec les enseignements, les critiques aux certains guévarismes, etc., nous, on avait compris. Vous voyez, ce n'était pas non plus très compliqué. Voilà, on n'a jamais, mais jamais, jamais passé, même pas dans l'idée, jamais en 10 années de guérilla, jamais j'ai entendu une copine, un copain, un combattant, une combattante, non, avoir l'idée de qu'on pouvait utiliser le terrorisme. Pourquoi? Parce que le terrorisme est immédiatement réactionnaire. Oui. Le problème, c'est que Camus, il s'en mêle les pinceaux, et c'est là où, voilà, je reste sartrien, tu vois, il y a un angélisme. Quand dans les justes,
il dit il faut faire ou pas l'attentat parce qu'il y a les fils de le tsar. Les petits-neveux ouais, Oui, mais c'est le grand-duc. Les grands-ducs, c'est les grands-ducs. Dans l'attentat contre les grands-ducs, il y a un enfant là, alors il dit il faut faire, il faut pas faire l'attentat, je sais pas quoi. C'est-à-dire que là, il ne fait pas la séparation, vous comprenez, de dire est-ce qu'il faut faire. Vous voyez, c'est-à-dire que moi, c'est-à-dire d'une façon plus, les mains très sales, la question de la violence et on tue pas, on attaque, bah, c'était quand même 15 années de ma vie, vous voyez, c'est-à-dire alors, bon, ça compte quand même. Et effectivement, ça, c'est une question, c'est une question. Et les seules erreurs, et c'est quand j'ai lu Le Juste, ça m'a vraiment beaucoup cogné, je l'ai lu en France. Les seules erreurs, mais vraiment les seules erreurs horribles qu'a commis mon organisation, le RP, c'est qu'une fois, un commandant d'action, c'est-à-dire celui qui commande le groupe, non, c'est pas un commandant d'un chef, bon, peu importe, a continué une action contre un capitaine de l'armée, Viola, tout en, nous on a dit, tu ne pouvais pas ne pas avoir vu qu'il y avait sa fille, de 3 ans. Et ils ont fait l'action et la fille est morte. Et on a jugé les mecs, on a jugé, Munoz s'appelle le mec, on l'a jugé et on l'a condamné, mais bon, on l'a condamné à notre façon, c'est-à-dire qu'on l'a dit qu'il devait quitter l'Argentine et ne plus jamais revenir, alors on l'a fait sortir clandestinement et il est parti, n'est-ce pas? Bon, nous on ne condamnait pas à mort, n'est-ce pas? Et donc effectivement, mais est-ce que là c'est un acte de terrorisme? Les mecs là, effectivement, il a eu dans la réalité immédiate, dans sa tête, il a eu les débats des Justes de Camus. Tu vois, c'est-à-dire, je continue l'action, je continue pas l'action. Mais quand même, c'est pas la question du terrorisme, c'est la question d'une saloperie des crimes de guerre. Vous voyez? Le terrorisme, c'est autre chose. Le terrorisme, c'est cette condamnation actuelle, c'est la condamnation actuelle de toute violence identifiée au terrorisme. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des enfants passifs et tous des petits victimes des pédophiles et des terroristes et du Covid-19, vous voyez, qu'on doit obéir et rester tranquille parce que si on n'obéit pas, on est terroriste. Voyez. Alors, le pauvre petit con de complotiste qui va dans la rue, terroriste. Les gilets jaunes, orange, noirs, terroriste. Les mecs qui écrivent quelque chose de terroriste, vous voyez. Alors, le terrorisme intellectuel. Et il faut faire très attention, parce que c'est quelque chose qui marche, qui fonctionne très très bien. Et je pense qu'on a tout à fait intérêt à faire clairement cette séparation en disant la lutte armée peut se justifier ou pas dans certaines situations. Pour nous, en démocratie, ça ne se justifiait pas. Nous, on tirait que sous des dictatures, bon, peu importe, n'est-ce pas? Le Tupamaros, non. Le Tupamaros, par exemple, il faisait des actions armées en démocratie. Bon, peu importe. Ça sont des choses de comment on fait la lutte armée. Mais moi, je pense que, même sans parler de lutte armée, dire que les Black Blocs sont des terroristes, vous voyez, bon, vous comprenez, c'est-à-dire, et que les moindres gilets jaunes qui cassent une vitrine, terrorisme, vous voyez, ben c'est très dangereux. C'est très dangereux parce qu'effectivement, c'est cette infantilisation des citoyens. Et je pense que nous, on doit aller plus loin que Camus dans cette distinction-là, en disant clairement, le terrorisme est absolument réactionnaire. Il n'y a rien de plus réactionnaire que massacrer des gens pour envoyer un message à quelqu'un d'autre, vous voyez? C'est-à-dire, c'est quand même au-delà de l'exploitation, quand même, n'est-ce pas, dans l'usine. En revanche, c'est-à-dire, il faut faire cette différenciation, cette séparation, vous voyez? On voit bien, par exemple, comment l'État d'Israël qualifie de terrorisme tout acte fait contre un soldat du Tzahal, vous voyez? Écoutez, un acte d'un résistant palestinien contre un soldat de Tzahal, c'est un acte de lutte armée, de résistance armée. On peut être pour ou contre, chacun son truc. Mais ce n'est pas du terrorisme. Terrorisme, c'est foutre une bombe dans une boîte de nuit à Tel Aviv. Ah, ça c'est le terrorisme. Et qu'est-ce qui se passe avec le terrorisme? Ben, le terrorisme condamne toujours les groupes qui l'utilisent. Vous voyez? Juste parce que moi, dans les Justes, la question que j'ai pas lu l'homme révolté, hein, mais dans les Justes,
Lui, il résiste encore. Voilà, je résiste encore. Je le reconnais. Mais la question n'est pas finalement de savoir si le fait de commettre l'attentat était une bavure dans le cas d'une lutte armée ou bascule dans le terrorisme. J'ai l'impression que ce que dénonce Camus, à mon avis, sa problématique, son problème, c'est ce qu'il appelle la violence confortable, c'est-à-dire la justification idéologique de la violence. J'ai l'impression que c'est plus ça le problème de Camus, là, en tout cas dans Les Justes, et dans L'Homme révolté, je ne peux pas dire. Mais à ce stade-là, c'est ça, et je pense que si tu trouves qu'il s'en mêle les pinceaux à ce moment-là, c'est que justement, c'est pas cette question qu'il pose. C'est-à-dire que à la fin des années 40, ce qu'il pose avec Les Justes, et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on lit Les Justes, on se met souvent les yeux sur Kalialev, Ivan, le personnage principal qui va balancer la bombe, qui la lance pas parce qu'il y a les enfants et tout ça. Mais on oublie la polyphonie de la pièce. C'est ça qui est intéressant aussi avec le théâtre de Camus, c'est que c'est jamais un message, et c'est peut-être la différence avec Sartre, c'est jamais un message qui arrive en bloc et qui vient, c'est toujours des voix qui essayent d'éclairer le sujet de différents points de vue. Si on relit Les Justes en ayant ça à l'esprit, on peut s'attarder sur le personnage évidemment de Stéphane, qui affronte Kalialev et qui dit, lui, moi j'ai fait le bagne, j'ai pris des coups de fouet, j'ai vu les camarades mourir, je te dis que pour que des millions d'enfants derrière soient libérés dans la Russie, il fallait tuer ces deux enfants-là. Et ça, c'est le gros affrontement. Il y a aussi la voix de Dora qui dit que... Mais c'est là où c'est... D'abord, je viens de dire juste, n'importe qui peut intervenir, hein, c'est-à-dire, même les zombies, peut intervenir. Moi, ben, tu vois, c'est-à-dire... oui, c'est là où il y a quand même, effectivement, il y a une supériorité par rapport à la littérature de Camus, dans ce sens choral, dans lequel ça émerge de tout ça. Mais c'est-à-dire, c'est pas moral le fait que tu ne peux pas faire ton action s'il y a du monde. C'est pas moral, c'est éthique. C'est éthique dans le sens le plus pratique, c'est-à-dire que il n'y a pas de moyens et de fins. Et ça, je reconnais, Camus l'explique parfaitement, il le répète 1000 fois dans L'Homme révolté, c'est chapeau, effectivement, chose que Sartre, non, effectivement. Mais bon, ça nous permettait de tirer la conscience plus tranquille. Mais dans tous les cas, effectivement, c'est pas moral, tu comprends? Et moi, je pense qu'il y a quand même un discours un peu moral, tu vois? Et moi, je pense que si toi, si c'est un groupe qui est en train un groupe de résistance quelconque dans une cause juste, tout ce que tu veux, fait l'action, pas par accident, en tuant deux mômes, bah, cet acte-là, il va devenir un acte terroriste comme crime de guerre. Alors, le problème, c'est que les crimes de guerre et le terrorisme, concrètement, passent de l'autre côté par rapport à ton objectif. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est de passer de l'autre côté. Et de mon point de vue, Camus, cet autre côté est un peu moral. Mais oui, je pense que ça, c'est vraiment 47-51. Et en fait, ce qui permet de basculer, c'est justement la guerre d'Algérie, où ce qu'on sait, c'est que il fait la posture trêve civile et tout ça, c'est très bien, il monte à la tribune et tout ça. Et puis derrière, il se tait, parce qu'il dit, chaque fois que je prends la parole, c'est caricaturé, donc j'arrête de prendre la parole. Mais ça ne veut pas dire qu'il arrête d'agir sur le terrain. C'est-à-dire que derrière, il essaye de faire libérer les gars qui sont condamnés pour terrorisme, alors qu'ils ont juste posé une bombe sur un bâtiment vide. Quand je dis les gars... Non, c'était la première époque, donc, mais qui allait être condamné à mort pour ça. Il s'investit énormément dans les réseaux de militants sur le terrain, aux côtés notamment de Mohamed El Aziz Kessous, et il déploie ses liens avec l'autre frange qui va être rapidement exterminée par le FLN, qui est le MNA. Donc, mais ça, c'est quelque chose dont finalement on ne peut pas avoir le recul, puisque comme il décède en 60, on n'a pas le recul historique où il peut en parler derrière. C'est quelque chose qui est en train de se jouer. Et globalement de 56 à 60, on a une impression de silence, et c'est ce qu'on entend toujours. On entend toujours Camus s'est tu, Camus s'est tu. Il sort Chronique algérienne, actuelle 3,
ou si on prend tous les articles qu'il met en parallèle, ben on arrive à avoir quand même pas mal d'éléments sur sa position sur le colonialisme. Et à côté de ça, il a des actions concrètes sur le terrain avec des réseaux, mais qui ne sont pas les réseaux dominants. Et effectivement, il n'accepte pas l'indépendance au sens rupture et exclusion des Européens d'Algérie. Ça, c'est un truc auquel il ne se fait pas, mais c'est parce qu'il est attaché à ce pays où il est né. Mais bon, ça se discute. Là où c'est intéressant, c'est que finalement, je pense que ce contexte algérien le fait basculer d'une posture qui pouvait être caricaturée en termes de morale, à la fin des années 40. Et avec le contexte algérien, si nous on l'analyse, et encore là c'est nous avec le recul qui l'analysons, lui il ne le voit pas comme ça, mais il bascule dans le côté éthique, où justement le moment terroriste, et là où il affine sa définition du terrorisme, c'est à ce moment-là. Parce que ce qu'on essaye de lui faire dire, c'est on ne comprend pas, vous avez été résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, et vous ne soutenez pas le FLN. Et lui ce qu'il dit, c'est que c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Parce que moi, pendant la Seconde Guerre mondiale, les copains tuaient pas le premier Allemand qu'ils voyaient passer. S'il n'avait pas un uniforme, voilà. Et c'est tout l'enjeu de l'être un ami allemand au début. C'est-à-dire que l'idée, et il le précise quand il réédite le texte aux éditions italiennes, il dit attention, ça s'appelle l'être un ami allemand, je m'adresse à un ami imaginaire allemand, mais j'en veux pas à tous les Allemands. Je montre justement pourquoi il fallait résister aux nazis et à ceux qui les aidaient, mais pas contre tous les Allemands et tous ceux qui faisaient partie, soit aux Italiens ou voilà, aux personnes qui étaient côté de l'Axe. Donc c'est ça qui est intéressant, et je pense que c'est tout l'enjeu de revenir sur cette question-là de la guerre d'Algérie et la distinction. Mais c'est vrai que on n'a pas le recul. Et c'est aussi une chose qui apparaît un peu plus clairement quand tu prends, mais c'est pareil, il faut aller dans les textes, il faut aller dans les archives, il faut creuser, et on passe pas la barrière en fait de la caricature qu'en en fait l'époque, et notamment les années 60-70. Quand on prend les carnets du premier homme, ils sont publiés, je vous les conseille, à la suite de la publication du premier homme, ça va ressortir, ça va être republié. On voit justement un personnage qui revient sur cette question du terrorisme, qui est le personnage de Sadoc. C'est un personnage qu'on voit pas dans le texte et qui arrive dans les carnets. Et ce personnage-là, dans l'articulation avec le personnage principal, qui est finalement une version de Camus romancée, et ben, c'est intéressant de voir le lien justement et la manière dont là on est dans une éthique. Dont là finalement la relation entre les deux, puisque l'histoire c'est que ce sont deux amis qui se retrouvent et ils ont été amis avant la Seconde Guerre mondiale, ils ont continué à être amis, et ils se retrouvent au moment de la guerre d'Algérie où ils sont partagés dans un camp et dans l'autre en gros. C'est-à-dire que Cormery il incarne Camus, donc il n'est pas vraiment dans un camp, mais Sadoc lui il prend part à la lutte pour l'indépendance. Et il y a une scène très intéressante qui aurait mérité d'être creusée, et qui est une scène où finalement Sadoc vient manger chez Cormery, et où il y a la mère de Cormery qui est là, qui considère comme sa propre mère. Et ça reprend toute la polémique dont on a souvent entendu parler, à la justice, je préférerais ma mère. En fait, il n'a pas dit ça. Il a dit que si la justice, c'était les attentats aveugles dans des tramways, alors à ce moment-là, il préférait sa mère à cette forme de justice. Ce qu'il écrit. Et voilà. Mais oui, parce ah non, lui, il n'écrit rien. C'est le journaliste du Monde qui réécrit la phrase de Camus. Et Camus l'a démenti après, mais l'article, il passe... Non, mais bon, que Camus, comme un bon méditerranéen, soit édipien, ça va, tu vois. Mais moi, je pense que c'est important de définir quand même à quoi on appelle les moments éthiques. Les moments éthiques, contrairement à la morale, vous voyez, la morale, c'est la blague kantienne de Benjamin Constant, hein, la lettre avec Benjamin Constant. Hein, c'est-à-dire, il ne faut jamais mentir, vous savez, donc il dit, et s'il vient l'assassin, où est ton ami que je dois le tuer, il dit, bon, il est là parce qu'il ne peut pas mentir. La morale, c'est ça. La morale, peut-être qu'il a eu le temps de s'enfuir. Mais peut-être qu'il a eu le temps de s'enfuir par la fenêtre, dit Kant, dans un exploit intellectuel incroyable. Mais si jamais c'est pas je suis par la fenêtre, le mec il a balancé son gobain, n'est-ce pas?
Et alors donc, que c'est la blague, effectivement, de dire qu'on aurait épargné notre passage par la torture si on avait été conscient. Vous voyez, dire, où sont tes camarades là, parce qu'il ne faut pas mentir. Vous voyez. Alors donc, quel est le moment éthique? Quelle est la barrière éthique? La barrière éthique est celle que, effectivement, Camus développe magistralement et sans aucune ambiguïté dans L'homme révolté. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la rupture le piège de l'être, effectivement, dans cette manque à être, non, qui justifie les moyens et la fin. Vous voyez, c'est-à-dire l'idée des moyens et des fins seulement est compréhensible dans une logique de l'être, del ser, par rapport à l'estar. Vous comprenez? Dans l'estar, il y a comme moyen et fin. Vous comprenez? Il n'y a pas de moyens et fins. Je ne fais pas ça pour cette chose. Je fais ça parce que ça se fait dans ce cycle-là. Vous comprenez? Sans polarisation possible. C'est-à-dire que la tangente historiciste est la mère de la logique des machiavéliques, toute la pensée par rapport à moyens et fins. Effectivement, les moments éthiques, c'est pour ça que j'ai dit, c'est pas une question morale, c'est pas une question d'humanisme ou je sais pas quoi, de dire si le camarade a vu la fille du capitaine Viola, il devait suspendre l'action. Et pour nous, on a commis un crime de guerre. On l'a dit comme ça. On a commis un crime de guerre. Voilà. On a condamné les camarades. Bon, voilà. Et pourquoi? Mais parce que s'il n'y a pas de moyens et fins, le tout est dans la partie. Vous voyez, dans l'éthique, le tout est dans la partie. Il n'y a pas un tout à accomplir plus loin. Vous voyez, c'est-à-dire que le mode d'habiter le monde de l'estar est celui dans lequel il y a cette complétude. Donc, dans la complétude, il n'y a aucun dément meilleur de complétude, etc., qui justifie mon aujourd'hui. C'est pour ça que l'avant-garde, la politique sous conscience du léninisme stalinien de Badiou, vous voyez, tout ça, ça ne peut que conduire au goulag, à l'horreur, à Pol Pot. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est la fameuse phrase de Badiou, non? On ne fait pas de la philosophie en comptant les morts, où, dans toute véritable révolution, le sang coule, le sang de l'autre. Badiou, à ce moment-là, il n'y avait même pas sa menstruation, alors il n'y avait pas de sang qui coulait. Alors donc, mais c'est ça, c'est cette idée de justifier les gens qui coulent. Or, qu'il y a des sangs qui coulent dans un acte de résistance éthique, il y a du sang qui coule. Mais le problème, c'est que tu te trouves là, en tant que groupe, en tant que personne, en tant que tribu, peu importe, tu te trouves face à une totalité en acte, n'est-ce pas? Rien ne justifie l'acte transitif de dire « je massacre pour que des enfants vivent meilleur ». Vous comprenez? C'est là où ce que nous essayons d'étudier, de travailler dans cette éthique de l'estar, cette éthique situationnelle, c'est cette idée de que le problème n'est jamais moral. Le problème, c'est que la transitivité est une illusion métaphysique. Vous voyez? C'est-à-dire que celle qui agit dans une vision transitive des moyens et fins est dans un pur imaginaire et rationnel. Est-ce qu'on ne se rapproche pas du présentisme que toi-même tu critiques avec les stars? J'ai du mal à distinguer. Pardon? Être présent, c'est-à-dire Oui. qu'il n'y a pas quelque chose en vue d'autre chose, je suis présent. La présence de l'estar, elle est forcément cyclique, dans le sens auquel la temporalité cyclique n'est pas la temporalité... C'est la spirale tout à l'heure, je préfère la spirale. C'est cyclique, c'est justement en tournant rond. C'est vécu comme cyclique et c'est toujours spiralaire, parce que les temps passent quand même, tu comprends? C'est-à-dire que tu les vis comme cycliques et en réalité, dans l'après-coup, elle était spiralaire. Non, le signe est celui-là, que vous ne voyez pas, le signe est celui-là. Non, vous voyez ça ou pas? Les spirales, bon, voilà, c'est celui-là, croyez-moi. Et alors, donc, mais c'est pas le présentisme dans le sens de l'instant, tu vois, de l'instantanéisme actuel, tu vois, de la synchronie qui n'existait pas, tu vois, même pour Einstein, tu vois, ça n'existe pas, la synchronie n'existait pas, la synchronie, tu vois, il n'y a pas de synchronie, tu vois, toute synchronie est un pur imaginaire,
Tu vois? Donc, le présent de l'estar es un estar siendo. Es un estar siendo, ¿no? Alors, c'est estar siendo signifie que, comme dirait Saint Augustin, hein, c'est-à-dire le présent du passé, le présent du futur et le présent du présent. C'est-à-dire... Hein, un présent épais. Voilà, un présent épais. Une temporalité épaisse dans laquelle, effectivement, quand tu es là, tu tiens compte, dans ton acte, tu tiens compte de cette cyclicité. Tu ne tiens justement pas compte de le point dans lequel tu vois le cycle, tu comprends? C'est-à-dire qu'il n'y a aucun point que tu peux séparer du cycle. Donc, dans le point du cycle, existe le cycle, tu vois? Même s'il n'y a qu'un point du cycle. C'est là la totalité, le tout dans la partie. C'est ça, le bouvet, c'est l'art de tir à l'arc. C'est-à-dire, la non-action, c'est simplement, ça coule de source. La non-action, c'est ce qui permet que les mecs donnent dans la cible. Mais ouais. Une sorte d'évidence. Mais, tu vois, mais dans les zen et l'arc, le tir à l'arc, je sais pas quoi, bah, c'est-à-dire les non-agir, auxquels la force des gifles, son maître et les mecs arrivent, tu vois, les non-agir, c'est ce qui permet de donner dans le but. Tu vois, de faire, comment on dit, de faire but, de faire centre, non? De faire mouche, de faire, tu vois, c'est-à-dire les non-agir, tu vois, le maître, il les casse les couilles, tu vois, tout le temps, tu vois, et à force, les mecs, il n'agit plus. Et quand il peut renoncer à agir, il fait mouche. Il y a deux éclairages intéressants, je pense, peut-être même trois. Pour illustrer cette vision de l'histoire, ben, si on remonte plus loin que Saint-Augustin, il y a Héraclite et la figure du fleuve, en fait. La figure du fleuve, en fait, qui passe, mais qui reste un fleuve, mais qui passe, donc qui n'est jamais le même fleuve, mais qui reste quand même le fleuve. Et c'est cette tension-là et qui, je pense, pourrait illustrer cette vision-là. À noter aussi que Camus, il a fait son mémoire, aujourd'hui son mémoire de master, on dirait, en philosophie, sur Plotin et Saint-Augustin et le néoplatonisme. Donc c'est pas rien, je pense, aussi, dans cette articulation du tout et de la partie, et dans cette vision de l'histoire qui va arriver derrière. Et même un élément supplémentaire, j'y pensais en vous écoutant. En fait, simplement, si on prend les toutes dernières lignes de L'Homme révolté, et ben c'est l'image de l'arc qui est invoquée par Camus. Avec finalement le bois qui crie, la tension extrême, et la flèche qui part en ligne droite. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, ça rejoint un petit peu, et ça fait le lien entre ce qu'on a pu dire. Après, sur les manières de raccrocher à Lestat et à la manière dont Couche en parle, il y a... je crois, il y a la figure de l'étranger, pour revenir à Meursault, je l'ai évoqué en tout début, il y a cette dimension de corps présent, dont de l'extérieur la société ne comprend pas trop pourquoi elle agit et comment elle agit. Il y a aussi la question de la violence qui intervient, mais la violence, je dirais, presque instinctive en fait. C'est celle de Camus qui met une torgnole à Merleau-Ponty en 48 parce qu'il s'entend pas avec lui et qu'au cours d'une soirée, il lui met une poire, quoi. Enfin voilà, il se bagarre. Enfin, Camus, c'est pas tout à fait la belle âme qui se bagarre pas. Il se bagarre. Il va cogner quand c'est nécessaire, il cogne. Et puis Meursault, c'est ça. Hein. Meursault, on oublie souvent qu'avant la scène du meurtre, il y a une scène de bagarre. Et il y a une scène de bagarre qui justement vient en préalable à la scène de meurtre sur la plage expliquer la réaction, pas tout à fait l'expliquer, mais au moins donner quelques pistes pour expliquer la réaction derrière. Oui, il y a une grosse scène de bagarre importante. Il y a une forte critique à la modernité, parce que l'étranger est être étranger à toi aussi, être étranger à ton acte. Tu n'es pas maître de ton acte. C'est pour ça qu'il ne peut pas expliquer son acte. C'est-à-dire, il ne peut pas expliquer parce que lui, il n'a jamais été maître de son acte. Et c'est vrai que vous voyez dans la littérature sartrienne, son acte, son acte,
En tant que, moi, je trouve que dans l'étranger, il y a ce que tu disais aujourd'hui, non? C'est-à-dire cette non-coïncidence. C'est assumer cette non-coïncidence qui est effectivement être nadie. C'est être nadie. C'est-à-dire parce que los nadies, non? Los nadies participent et sont agis et assument la conséquence de leur agir sans du tout pouvoir expliquer l'acte. C'est ça. Il ne peut pas expliquer l'acte. Pourquoi? Parce que explique l'acte quelqu'un qui est tout à fait extérieur. En tant que quelqu'un qui est acteur et spectateur à la fois, eh bien, ne peut pas expliquer l'acte, non? C'est-à-dire, C'est parce qu'il n'est pas, on peut dire, l'instance centrale qui agit, parce qu'il y a une multiplicité qui agit aussi en lui. absolument. C'est pas lui comme... Il est agi par la résultante. Il est agi par la résultante. Et ce qu'il dit, surtout après, dans l'étape suivante, c'est qu'il dit que ça ne suffit pas en soi à bâtir une éthique. C'est-à-dire que cette posture-là, il l'a pensée pendant un temps, mais il dit le risque, c'est quoi? C'est de tomber dans le nihilisme, dans une autre forme de nihilisme. Et donc, du coup, cette première pensée de l'absurde et cette première position, il dit la bascule, c'est le nihilisme, et on l'a bien vu, puisqu'après, il y a parce que c'est là où il y a le dérapage possible. C'est-à-dire que ça. Quand on dit je suis agi, apparemment, tu vois, je suis agi, donc je peux m'absenter. Or, je suis agi, et Sartre explique, tu vois, que je suis responsable de ce que je n'ai pas choisi. Je suis responsable de ce que je n'ai pas choisi. C'est-à-dire que c'est rendre présent cette convocation, on est convoqué, n'est-ce pas, à quelque chose qu'on n'a pas choisi. Mais ouais, c'est pour ça qu'on les oppose souvent, mais en réalité ils se rapprochent parce que responsable de ce qu'on... Oui, on s'aime. Exactement. Non, mais c'est vrai parce que je parlais d'embarquer tout à l'heure. En fait, c'est ce qu'exprime Camus dans l'autre sens, c'est qu'il dit que tout simplement, il ne parle pas de la même place et puis il y a d'autres choses qui complexifient la chose, mais notamment les relations amoureuses. Mais c'est finalement le fait d'être embarqué, d'être responsable aussi, mais pas entièrement responsable de tout. C'est-à-dire, il prend la chose dans l'autre sens, mais ils disent la même chose. Rendre compte, c'est ça, c'est de rendre compte de ne pas pouvoir pourquoi. justifier tout le parcours. Je ne sais pas si, comme on va s'arrêter ici à 5-10 minutes. Non. C'est un grand silence. Et Ils disent rien sur Zoom. Je ne sais pas, Christian sur Zoom, il y a des questions? Non. Ah, ça y est. Ils se sont endormis, je Qui vient d'arriver au même moment. Bonsoir. Ah, non, c'est pas ça. Oh, attendez, excusez-moi. Ça va mieux. Ça va mieux avec la souris. Question de Jérôme. Si le monde est complet et le seul monde possible, alors qu'est-ce qui, dans la production, pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qui est dans la production? Bon, on peut répondre. Qu'est-ce que dans la production? Dans la production du monde et de l'homme était nécessaire. Pour en arriver là, où en est-on? Et non, je Non, pas... Pour en arriver là où on est. Tout est compris. C'est bon, vous avez compris? Non, répète. Alors, il faut que je répète. C'est un problème avec le fait que le monde est complet. C'est une réaction à l'incomplétude qui est le point de départ de l'Estar, non? Non, l'incomplétude est le point de départ del ser. Si le monde... Alors, le désir de compléter l'incomplétude, c'est ça? Le désir de compléter l'incomplétude est le ser. Voilà. Pour l'Indien, il n'y a pas d'incomplétude. Ah, alors c'est une interprétation que je fais de la question. Oui. Il y a une erreur. De ce côté-là. Non, je dis l'Indien pour parler comme couche, c'est-à-dire pour l'Indien, pour celui qui n'est pas moderne, le monde est complet. Le monde est complet. Et donc c'est pour ça que celui qui désire être
les regards comme une limace. Hein. C'est pour ça que Couche va parler de l'odeur, parce que c'est vrai, c'est-à-dire cette propreté, c'est-à-dire que c'est absolument comme ça, c'est-à-dire qu'un Indien arrive à Buenos Aires, il doit aller au palais de justice, il est déjà écrasé. Il est déjà écrasé par sa couleur de peau, parce qu'il il est la terre sur deux pattes, n'est-ce pas? Et parce qu'il ne peut pas ne pas avoir de l'odeur, ne pas sentir, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là. Et donc pour l'autre, pour le blanc tout propre, bien astiqué, je sais pas quoi, et il y a cet être qui couche, moi je dis c'est pas un détail, et c'est pas pour rien que la théorie des genres, quelques décennies plus tard, il va répondre à ça parce que c'est la femme qui a des flux, tu vois, qui a peur des flux, qui peuvent sentir, tu vois. Dans l'homme, il peut, tu vois, être dans un idéal de propreté, tu vois. C'est-à-dire que c'est très important, c'est vécu, c'est de regarder depuis l'être vers les non-êtres, non, vers ce non-être qui pue, qui est sale, et qui effectivement est écrasé avant le combat. Sauf que il est écrasé avant le combat, mais bon, Je pense que après il y a le combat. Je pense que la question de Jérôme, elle avait un lien avec le à quoi bon. Tu vois, si le monde est complet, à quoi bon? Avec la question. Justement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un à quoi bon. C'est ce qui est très difficile. Je suis revenu plusieurs fois en essayant d'expliquer. Qu'il est très difficile de comprendre comment il y a des asymétries situationnelles dans les stars. C'est une asymétrie situationnelle, c'est-à-dire que ici tu es en train de me voler, je ne vais pas dire ah, il me vole. Ici tu es en train de violer, ah, il la viole. Il arrive, Monsanto, il nous pourrit 2/3 du territoire et des forêts. Ben, les Indiens, là, c'est à La Rioja, non, qu'ils sont virés l'industrie minière avec une insurrection, non, c'est ce dont parlait Ariel, non, des insurrections qui sont virées de l'industrie minière. C'est à La Rioja, non. Tout des villages en réseau qui sont fait une insurrection, mais archi-violente, et ne sont pas revenus, les autres salopards de l'industrie minière. Vous savez que l'extractivisme chez nous, c'est une horreur, c'est un désastre, n'est-ce pas? La déforestation. Eh bien non, c'est-à-dire, il n'y a pas de à quoi bon. Simplement, ce qu'on fait, on le fait. Et c'est là la question du cycle et de la spirale. Ce qu'on fait, on le fait pour restituer le cycle. Et en restituant le cycle, veut dire, il y a un mouvement spiralaire. C'est-à-dire que aussi il y a des changements. Non, c'est-à-dire que, je ne sais pas qui est le con français qui avait dit que c'était pas d'entrer dans l'histoire, les Africains, je ne sais pas quoi. Bon. Sarkozy. Sarkozy. Bon, c'est un con. Et alors, donc, effectivement, c'est-à-dire, bien entendu qu'ils ne sont pas entrés dans l'histoire de l'être, n'est-ce pas? Dans cette du prix de qu'on doit accomplir. Mais les peuples de non-être, les peuples colonisés, les peuples de l'infini, n'est-ce pas? Ben, ces peuples-là, ben, ils sont dans une lutte qui, à la fois, elle est spiralaire. Pourquoi c'est important l'image de spirale, bien que c'est pensé dans les cycles? Parce qu'ils sont capables d'affronter les nouveaux défis. Vous comprenez? C'est-à-dire que les Indiens de chez nous, je ne sais rien, je ne connais pas l'Afrique, alors je ne peux pas parler, je ne connais pas l'Asie, mais je connais chez moi. Eh bien, les Indiens de chez nous, ils parlent d'écologie, et ils ne parlent pas de la Pachamama, il faut un petit rituel, je ne sais pas quoi. Ils parlent d'écologie, ils combattent pour l'écologie, et vraiment une vision de l'écologie qui n'a rien à envier à aucun type de scientifique, parce qu'ils font leur propre savoir, qui articule dans ce que Couche appelle aussi la phagocytation, et c'est phagocyte les savoirs du blanc. Vous voyez? Et c'est quelque chose de très concret, hein, c'est-à-dire les fils et les filles viennent à l'université, ils apprennent, mais ils apprennent en restant territorialisés parce qu'ils viennent à l'université avec une problématique, qui n'est pas d'être quelqu'un, d'être docteur. Ils viennent avec une problématique. Vous voyez? Et alors, c'est là où c'est spiralaire. Vous comprenez? Dans le sens auquel je reconstruis, je soigne
un cycle qui était cassé par l'homme blanc, l'impérialisme, le néolibéralisme, l'armée américaine. Je soigne un cycle, mais je ne soigne pas les cycles. Vous voyez, les Indiens ne sont pas en train de se bagarrer avec la même idée, les mêmes méthodes, les mêmes objectifs qu'il y a 200 ans, vous comprenez? Ils se bagarrent par rapport à l'enjeu d'aujourd'hui. C'est pour ça que, tout en étant dans une cyclicité qui ne permet pas de polariser le temps, cette cyclicité, elle est forcément spiralaire. Et juste pour raccrocher une fois de plus à Camus, il y a du concret aussi hein, dans ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé, mais c'était quelque chose... Si. Quand il parle de la pensée de midi, il se réfère à tous ceux avec qui il échange et avec qui il agit sur le terrain aussi, en section, en petite réunion, pas en séminaire, mais en petite réunion. Le syndicalisme révolutionnaire, toutes les tendances libertaires plutôt orientée espagnole, mais aussi française avec qui il est. Il est vraiment engagé, et ça c'est quelque chose qui est peut-être moins connu, parce que moins documenté, parce que plus discret à l'époque aussi, parce qu'ils étaient inquiétés, mais avec tous les premiers noyaux d'objecteurs de conscience, enfin voilà, tout ça c'est quelque chose qui se fait. Il est aussi engagé au niveau européen, puisqu'il crée les groupes de liaison internationale, qui sont des groupes de mise en sécurité d'écrivains ou d'artistes qui sont menacés dans les pays où il y a des dictatures en place. Et donc ça c'est quelque chose qui crée c'est pas les intellectuels qui se mobilisent et qui font quelque chose, c'est des médecins, des ouvriers qui font un réseau, qui s'organisent et qui font un réseau pour vraiment mettre en sécurité les gens. Donc ça c'est une dimension intéressante aussi et concrète de la pensée de midi qui clôt l'homme révolté et qui s'incarne de différentes manières. Et après, je pense que voilà, c'est déjà des choses qui travaillent sur le terrain avec les gens, dans une dynamique d'agir sans objectif, en fait, sans résultat. Sauf que c'était impensable à l'époque. Et qui à l'époque, en fait, n'a pas été entendu et caricaturé parce que, justement... Ah oui, voilà, c'est-à-dire qu'il faut dire, là, juste pour clore, pour montrer comment je suis une grande âme, il faut dire que Camus n'aurait jamais dit la connerie qu'a dit Sartre quand il dit « il ne faut pas désespérer Billancourt ». Non? Qu'est-ce que vous voulez dire? Il faut pas Désespérer Billancourt. No, questo non è comprensibile per me. No, Billancourt, c'était l'usine Renault. C'est Renault Billancourt. Tuer l'espoir. C'est-à-dire que quand on commence à savoir, c'est que Rousset, Bertrand Rousset, tous ces gens-là commençaient à dire de l'horreur stalinien, du goulag, des procès de Moscou, etc. Sartre, bon, effectivement, voilà, il n'était pas noyé par les courages, il était noyé par un tas d'autres choses, mais pas par les courages. Et il va dire une horreur absolue. Il va dire, il faut pas rendre public l'horreur stalinienne des procès et qu'est-ce qu'est l'Union soviétique, parce qu'il dit, il ne faut pas désespérer Billancourt, c'est-à-dire il ne faut pas désespérer les ouvriers communistes de gauche de Renault Billancourt, c'est-à-dire qui étaient considérés comme l'avant-garde ouvrière. Et là, effectivement Sartre là, utilise une logique réactionnaire des moyens et des fins. Vous voyez? C'est-à-dire, plutôt que de dire si l'Union soviétique est l'horreur du goulag, du stalinisme, bah, c'est, voilà. Et si ça démoralise des gens, bah, ça fait partie de la chose. Mais, vous voyez, c'est-à-dire cette idée de la anti-avant-garde totale, vous voyez, c'est-à-dire de cet anti-paternalisme dans lequel je suis nadie, s'entende? Je suis nadie, ça veut dire j'étudie ce que j'étudie, je fais ce que je fais, mais je veux rester nadie. Et nadie, qu'est-ce qu'il fait? Ben, nadie, il est le père de personne, il n'est pas paternaliste. Lui, il n'a pas à protéger les petits ouvriers d'une information qu'il a. Vous comprenez? Le ouvrier fera ce qu'il fera avec l'information, lui, il fait ce qu'il fait. L'idée de cacher l'information rétablit le piège mortel de l'avant-garde et du peuple, non? Bon, écoutez, c'était dommage quand même que vous avez interrompu tout le temps, que vous avez parlé tout le temps. Et la prochaine fois,
c'est le mercredi 15 décembre, si ça va pour toi. Oui. Le mercredi 15 décembre à 20h30. Voilà. Et effectivement, par rapport à toi, Rémi, je pense que, bon, on va revenir à Camus et L'homme révolté, que dès mon point de vue, c'est l'œuvre la plus complète que je connais en Occident, justement par rapport à cet engagement éthique qui pose tous ces problèmes-là, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je n'ai jamais lu comme ça. J'ai lu Victor Serge, par exemple. Victor Serge, c'est déchirant. Mais Victor Serge, il a cru. Il est déchiré. Et il dénonce. Mais il a cru. En tant que Camus, non. Camus... les deux seuls peut-être que je vois qui pourraient s'en rapprocher, c'est Simone Veil et c'est Orwell. Oui, Orwell, effectivement. C'est les deux, en fait, et c'est pas pour rien. Bon, avec Orwell, il y a un rendez-vous manqué, mais c'est pas pour rien que Camus publie Simone Veil à la fin des années 40, parce qu'il trouve que, justement, notamment dans les notions de travail, dans la manière dont la relation au milieu ouvrier et tout ça, tout en laissant de côté le mysticisme qui accompagne et tout ça, mais quoique, en allant chercher le côté de la pensée cathare et tout ça, et de ce que ça implique de la vision de l'histoire, je pense que c'est les deux seuls qui pourraient s'en rapprocher. Si, Orwell aussi, il est dans cette contradiction, parce qu'une part, il s'engage dans la guerre, et d'autre après, part, il voit les limites directement. Et d'autre part, il écrit que de toute façon, comme dans la révolte des animaux, la rébellion des animaux, finalement, il n'y a pas d'émancipation possible, non? Mais bon, nous, un enfant, on n'est pas orwellien. Deux annonces. Le 3 décembre. Ah oui. Et le 3 décembre, ceux qui veulent acheter des mobilettes... Ah non, pardon. Le 3 décembre, à la Maison de l'Amérique latine, 217 boulevard Saint-Germain. Mais sinon, vous pouvez trouver l'information sur votre cacaphone, n'est-ce pas? À la Maison de l'Amérique latine, à 21h, on va faire une réunion avec Géraldine Edan, qui est une juriste qui travaille sur la question des nouveaux sujets des droits. Vous voyez, c'est-à-dire l'émergence. Quand on dit l'homme est déplacé du centre, les stars par rapport à Alcer, un truc comme un symptôme incroyable, c'est tout à coup, comme par hasard en Argentine ça a commencé, n'est-ce pas? Et c'est le Guénon qui était nommé personne juridique, non sujet des droits. Mais effectivement, sujet des droits, les fleuves, sujet des droits, vous voyez, cette émergence d'autres sujets des droits qui n'est pas que un truc idéal et fantastique, parce que le déplacement de l'homme comme sujet de droit, donc l'espèce humaine, pour l'appeler maintenant comme ça, s'implique quand même pas mal de choses, dont la touchabilité, par exemple, du corps, etc. Ça, on reviendra. Dans tous les cas, donc, le 3 décembre, à la Maison de l'Amérique latine, à 21h, avec Géraldine, avec Bastien, on va aborder cette question-là de pourquoi est-ce que les juristes, comment ces changements de la complexité ontologique, donc réelle, ont forcé des juristes, tout à coup, à penser qu'il fallait octroyer des droits en tant que sujet à d'autres entités qu'humaines. Et là, il y a tout un bordel, parce qu'effectivement, d'un côté, est-ce que ces sujets des droits sont des sujets organiques ou agrégatifs? N'est-ce pas? Est-ce que les robots, par exemple, devraient avoir des droits ou pas? Oui, c'est tout. Donc, la réponse... donc, les 3 décembre. Et il y a une autre annonce. Oui, donc, pour ceux que ça intéresse, maintenant, les vidéos donc, de Miguel, entre autres, seront disponibles en podcast. Donc, vous pourrez donc les télécharger et les écouter en faisant des dans jogging. le métro ou ailleurs. En faisant du jogging. Voilà, donc pour accéder au podcast, il faut aller sur notre site rencontre-et-débat-autrement.fr et vous avez en haut un petit onglet qui s'appelle podcast, vous cliquez dessus, il y a un lien, vous cliquez sur le lien et vous avez la liste des vidéos qui seront podcastées.